c'est ce qu'il faut. Donc, normalement, on peut commencer. D'accord. Bon, moi, je suis prêt, hein. Yes. Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Épisode encore spécial de Débrouillard. Je suis avec une pépite, une belle rencontre que j'ai faite il y a quelques mois. Et je suis très, très, très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit de Constantin Farm. Constantin, est-ce que tu peux un petit peu déjà te présenter et nous parler brièvement de ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu vis où? Je vis à Mössingen. Ça, c'est dans le sud de l'Allemagne, pas très loin de Stuttgart, dans direction Stuttgart. Donc, peut-être pour contextualiser un petit peu, on peut dire dans quelles circonstances est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois? Oui, donc on s'est rencontrés, c'était dans le cadre d'un séminaire que je tenais sur l'immobilier. Et donc après le séminaire, on a eu à échanger sur les différentes astuces pour réussir dans le secteur de l'immobilier. Et c'est là que j'ai compris que tu pouvais être un atout pour les différentes activités que je menais. Et c'est comme ça que on a scellé les relations et voilà. Excellent. Donc, est-ce que tu peux nous dire, donc, Constantin, tu viens d'où déjà? Et qu'est-ce que tu fous même déjà en Allemagne pour commencer? Parce que là, tu as dit que tu parles français, mais tu te retrouves dans un pays germanique et on se Oui. demande bien comment est-ce que tu as, qui t'a jeté dans ce trou? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, donc déjà, je suis originaire du Cameroun. Comme la majorité des, bref, pas la majorité, comme une bonne partie des Camerounais après le bac, j'ai pensé à poursuivre mes études à l'étranger. Toute ma famille est plutôt aux États-Unis, donc j'avais le choix entre les États-Unis et l'Allemagne. Parce que j'ai obtenu le visa de l'Allemagne avant celui des États-Unis. C'est comme ça que je me retrouve en Allemagne. Et j'avais quelques amis ici qui me recommandaient l'Allemagne parce que les étaient presque gratuites, on va dire. Et il y avait des possibilités pour les étudiants de faire des petits jobs et de payer leurs factures eux-mêmes. Sachant que mon frère est né aux États-Unis, bref, il était dépendant de papa. Je me suis dit, ben, c'est l'occasion pour moi d'être indépendant. Et c'est comme ça que je préfère aller en Allemagne plutôt qu'aux États-Unis pour poursuivre mes études. Mhm. Et c'est des études dans quel domaine exactement? Et peut-être avant, qu'est-ce que tu avais déjà comme... t'as fait de l'université au Cameroun avant? Non, pas du tout. Directement après le bac, j'ai fait un bac D. Donc, après le bac, j'ai opté pour les cours de langue, hein. J'ai Mhm. fait des cours de langue et parallèlement, je montais le dossier pour les États-Unis, mais c'est allé tellement vite avec les cours de langue, avec le dossier pour l'Allemagne, que je me suis retrouvé en Allemagne. Donc, Excellent. ouais, donc j'ai fait un bac D et en Allemagne, j'ai fait des études en biotechnologie. Et j'ai eu la chance de trouver un travail immédiatement après les études. Bref, Mhm. avant même de terminer les études, j'avais déjà signé un contrat. Je fais partie des chanceux, on va dire, hein. Et ça fait exactement 12 années que je travaille, 11 à 12 ans que je travaille dans le secteur du diagnostic, hein. Donc, Mhm. on développe des tests, on développe des appareils pour diagnostiquer des maladies telles que hépatite, malaria, VIH et bien d'autres. Donc, pour finir sur le domaine pro, j'imagine que pendant ces 12 années, au-delà de la partie euh, technique opérationnelle, tu as dû combiner d'autres compétences en termes de management. Et entre guillemets, c'est par rapport à ça que le projet, parce qu'on va parler, il faut rester jusqu'à la fin, on va parler d'un projet sur lequel on s'associe à deux qui découle euh, plus ou moins, entre guillemets, de cette compétence que tu as développée pendant ton parcours. Est-ce que tu peux me dire, c'est au-delà de la partie opérationnelle, qu'est-ce que tu as pu développer comme compétence pendant Oui, ce cursus de 12 années?
Oui, donc déjà, quand je commence avec les études, quand je commence avec le travail, je savais déjà où je voulais aller. Donc, je savais que je ne veux pas être laborantin, donc je ne veux pas travailler dans un laboratoire. Et c'est comme ça que je me suis rangé dans l'activité export. Donc, je fais beaucoup de voyages à l'international où je suis spécialiste d'application, je suis commercial et en même temps, je suis technicien, ingénieur, hein, service engineer. Et donc, au bout de 3 ans, je me lasse un peu de ce que je fais et puis je me dis, non, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je rentre un peu dans le management. Il faut que je comprenne un peu plus la grande image, le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est comme ça que je fais un MBA, un Master en Business Administration. Et après cela, je prends plus de responsabilités côté management. Mais jusque-là, je n'étais pas satisfait parce que j'ai toujours été le bon élève. Hein. J'aime bien apprendre, j'aime bien échanger. Et c'est comme ça que je commence avec des études en psychologie. Mais au bout de 6 mois, j'arrête parce que je n'apprenais pas grand-chose de nouveau vu que je lis beaucoup, donc dans les livres, ce que j'apprenais en psychologie humaine, c'était du déjà vu. Et donc, je me lance dans un master en import et export. Et Et, voilà, donc et là, parallèlement. c'est des choses que tu fais toujours en parallèle de ton emploi. Je veux dire, tu es employé Exactement, en entreprise et tu suis des MBA comme ça, probablement exactement, à distance. exactement. Exactement, exactement. Les souvenirs de cette période ne sont pas très beaux hein, parce que J'imagine. en plus de cela, je voyageais beaucoup. Donc, les moments pour moi d'apprendre mes leçons, c'était dans les avions. Quand j'étais entre deux avions, je profitais de ce temps pour étudier dans les aéroports, dans les hôtels. C'est là que j'étudiais. Hein. Et puis, j'avais déjà ma première fille et mon deuxième et mon garçon, mon premier fils qui était déjà né. Donc, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais bon, après, une fois qu'on a atteint son objectif, on ne se souvient plus forcément de la difficulté. Et c'est ça qui donne encore plus de goût à la vie, hein, le fait d'avoir des objectifs qui au départ semblent impossibles à réaliser. Et une fois qu'on les a réalisés, on se dit, bon voilà, c'est faisable, on peut faire plus. Effectivement. Donc, 12 années sur diverses compétences. Déjà, la partie pratico-pratique qui est l'ingénierie, ce que tu as appris lorsque tu étais à Oui, l'université, et la partie je vais arriver, managériale. oui, Donc, exact. parce que c'est que tu occupes aussi un poste de responsable RH. Donc, Euh, c'est pas. En fait, je suis directeur d'un département des spécialistes d'application. Les spécialistes d'application, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui, après installation d'un appareil dans une clinique ou dans un laboratoire, c'est eux qui éduquent les utilisateurs, donc le client, à l'utilisation de cet appareil. mhm. Donc, c'est eux qui sont, ils maîtrisent la technique de l'appareil, ils maîtrisent le produit dans le détail, raison pour laquelle on les appelle des spécialistes. Et donc, c'est eux qui doivent transmettre cette spécialité aux clients pour qu'ils sachent se servir des appareils. Donc, moi, je suis directeur d'un département, d'une équipe de 11 personnes, très exactement. Et donc, je suis impliqué dans tout ce qui est recrutement des membres de mon équipe. De ce département-là, bien Exact, précisément. exact, exact. Donc, comme j'énumérais justement cette partie aussi de recruteur, de manager et de commercial, comme tu l'as si Exactement, bien exactement. noté. Oui, OK. Donc, l'idée, en fait, pendant ce podcast, ce serait, on a déjà fait un partie de traiter cette partie, cette partie professionnelle et aussi la partie entrepreneuriale, parce que, comme tu l'as spécifié au départ, on s'est rencontrés dans le cadre d'un séminaire qui traitait de l'immobilier et oui, les gens ont pu se rendre compte, parce que tu dis que, par le fait que tu as dit que tu présentais quelque chose, que c'est un domaine que tu maîtrises aussi, un domaine par lequel tu es passé. Et oui. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de déjà, comment est-ce que
comment est-ce que tu t'es lancé déjà dans ce domaine-là? Enfin, je vais dire, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en général? Parce qu'à Oui, travers cette expérience immobilière, on va voir que tu as touché à d'autres domaines comme la bourse, avec une expérience entre 3 et 4 ans, si tu vas nous oui, aider. Et aussi euh, le recrutement oui, au-delà de ton entreprise dans laquelle tu exerces actuellement, c'est-à-dire aider oui, d'autres personnes soit à s'insérer, à trouver un nouvel emploi ou alors à se lancer lorsque tu viens peut-être oui, d'obtenir ton diplôme. Donc, oui. on commence déjà peut-être par la partie comment est-ce que tu te lances? Quelles sont tes influences? Est-ce que tu avais un grand frère, une grande sœur ou bien un oncle comme ça qui t'a plus ou moins influencé dans le fait que, hormis la partie professionnelle, tu te jettes aussi comme ça à ton propre compte. Oui, oui, oui. Donc, je pense que, bref, de façon générale, nous sommes le produit de notre génétique et de notre environnement. C'est-à-dire que chacun de nous hérite de ses parents des gènes. Ça peut être des gènes d'entrepreneuriat, hein. Et peut-être parce que papa et maman sont des grands entrepreneurs, on hérite un gène. Je ne veux pas dire qu'il existe un gène hein, Mhm. d'entrepreneuriat, mais il y a l'héritage parental, il y a l'environnement, et puis quand je dis l'environnement, c'est la société. Les gens avec qui on grandit, les gens avec qui on grandit, c'est ceux-là qui justement nous influencent. Donc moi, j'ai eu la chance d'hériter non seulement des gènes entrepreneuriaux de mes parents, parce que papa et maman sont entrepreneurs depuis que je les connais, depuis que je suis venu au monde, je les connais entrepreneurs, et aussi l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc, non seulement au niveau de la maison, mais avec les oncles, les tantes, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Donc, j'ai grandi dans un environnement où on n'a pas peur de prendre des risques, un environnement dans lequel on est prêt à essayer et à apprendre de ses erreurs. Donc, ça, c'est peut-être un avantage que j'ai par rapport à d'autres personnes hein, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans ce sens-là que je suis plutôt optimiste et très result focus. Donc, moi, c'est le résultat qui est ma grande motivation. Et mes parents m'ont beaucoup influencé, mon papa particulièrement. C'est un grand bosseur Ton et papa, lui, est-ce qu'on peut un petit peu parler de ton papa? C'est quoi? Est-ce que ton papa, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, moi, mon papa, par exemple, lui, comme il a fait tous les boulots du monde, les moulins écrasés, tout ce qui est immobilier, des boutiques, tout ça, lui, à chaque fois qu'on lui demandait de se présenter, lui, son truc, c'était je suis un débrouillard. C'est quelque part lui qui a aussi inspiré le nom de ce podcast. Je sais pas, ton papa, oui, comment lui, est-ce que lui se définit et par quel biais est-ce qu'il vous a oui. influencé, toi et peut-être tes frères et sœurs? Oui, donc mon papa, il est beaucoup plus dans l'immobilier, hein. Donc, si on peut décrire mon papa avec un mot, c'est béton, hein. Béton. Lui, c'est tous ses investissements, c'est dans le béton. Lui, c'est l'immobilier. Il est 100%, 200% même, je dirais, immobilier. Il est déjà architecte à la base et donc il a fait des gros projets au Cameroun comme les révisions de l'université de Chang. Il a fait des très grands projets. Je ne veux pas citer, étaler ces projets ici, mais Hmm. il fait partie de ceux qui ont construit le Cameroun, on va dire comme ça. Mhm. Et maman, quant à elle, elle a fait aussi, elle a commencé, elle a eu une bonne évolution. Elle est partie des sucettes, hein, étant institutrice, parce qu'elle m'a enseigné à l'école primaire. Je n'étais pas son meilleur élève. Elle était très dure avec moi. Elle était très dure avec moi. Mais bon, je comprends. Parce que étant son fils et tout, il fallait bien que je fasse partie C'est des meilleurs. excellent. Donc, Ouais. exact. Donc, il fallait être dur avec moi. Donc, elle était enseignante d'école primaire et elle vendait les sucettes, elle vendait les caramels pendant les récréations. C'est comme ça qu'elle a commencé. Et de là, elle est passée à la friperie. De la friperie, elle est passée au prêt-à-porter. Du prêt-à-porter, elle est passée Ça veut dire qu'elle elle lâche le truc de l'enseignement ou c'est Non, elle le en fait parallèle? parallèlement. Non, c'est en Waouh, parallèle. Elle fait parallèlement. Elle fait incroyable bon. ça.
Bon, voilà, enseignant au pays, pour s'en sortir, il faut avoir une activité Parce secondaire. que Il c'est faut pas avoir une. très, très bien rémunéré aussi en même temps. Exactement. Donc, je pense que tout enseignant au pays qui peut un peu réfléchir à côté, il s'est fait une activité parallèle pour s'en sortir, pour joindre les deux bouts. Et donc, maman, elle est très battante. Hein. Après le prêt-à-porter, elle fait la ligne de l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle y va pour un mois. Pour se Elle revient avec fournir. des. Exactement, elle revient avec des marchandises et c'est comme ça que voilà qu'elle vend ses marchandises. Et moi, je l'assiste pendant les vacances dans sa boutique. Hein. Mhm. Donc, j'ai le sourire aux lèvres quand je pense à ça. Maman était plutôt du genre à nous gâter, genre la belle vie et tout. Mais moi, quand je faisais des tours dans sa boutique, je voyais qu'il y a des habits qui étaient là depuis des mois. Et puis, je lui disais, mais attends, maman, je peux prendre ces habits-là, je marche un peu dans la ville et on va voir si… donc, elle me donnait les prix et elle me disait, si tu peux réussir à te faire un bénéfice de 500 sur ces habits-là ou de 1000 francs, tu le fais. Et c'est comme ça qu'en fin de journée, je me retrouvais à faire 3 000, 4 000. Donc, je lui versais sa recette. Et 4 en 000 plus de… francs parce que comme il y a d'autres pays qui nous écoutent, Exactement. des personnes avaient des devises différentes. Donc, l'équivalent de, ça doit faire combien en euros? Peut-être, je sais pas, 5 euros, 6 euros, je sais pas. Oui, oui, un truc comme ça. Donc, ce que je faisais, je lui versais sa recette et puis je lui disais, en plus de ta recette, je me suis fait 4 000 et elle m'encourageait, elle me donnait encore l'argent de poche. Et c'est comme ça que ça me motivait à venir à sa boutique, faire les tours du marché pour vendre Mhm. ses… Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de papa et de Ouais. maman. Ouais, Très, très, très battant. déjà très, très entrepreneur, étant Oui. plus jeune. Ouais. Oui, oui. Excellent. Et donc, exactement. Donc, moi, quand je grandis, quand j'ai fait des études, j'ai toujours une idée d'entrepreneuriat. Hein. Pour moi, il y avait rien de plus évident que de faire dans les affaires. Et donc, c'est comme ça que je me lance dans l'immobilier, je me lance dans des activités comme la mode, parce que Mhm. j'ai créé une marque aussi pour suivre les pas de maman hein, qui a fait dans la mode. Et je me Une lance marque dans… personnelle. Ouais, c'est une marque personnelle, On peut exactement. citer comment ça s'appelle? Ouais, c'est Farom, c'est mon nom. Donc, la Ah, marque porte mon nom et elle est disponible sur eBay. Au départ, je vendais sur Amazon, mais avec Amazon, ça n'a pas très bien marché parce que les prix d'abonnement de Amazon étaient plutôt, voilà, on va dire, élevés. Et mhm. donc, j'ai changé de stratégie en me positionnant sur eBay. Ok. Et donc, ça Ouais. veut dire si on tape sur eBay Farum, on va tomber sur tes produits, c'est ça? Exactement, exactement, exactement. Ok, Donc, on va mettre les liens dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent voir un petit peu. C'est quoi comme produit? C'est juste des vêtements, des chaussures? c'est des chaussures, c'est des accessoires, ceintures, c'est aussi j'ai fait aussi des vestes sur mesure, mais ça, je ne publie pas sur eBay vu que c'est sur mesure. Donc, c'est sur commande Tu commandes et et on te fait ça exactement à ta taille, quoi. exactement. Donc, je prends les mesures moi-même et puis je design la veste avec le client. Et j'ai des couturiers hein, en Italie, en Espagne qui le font. Excellent. Waouh. C'est vraiment impressionnant. Donc, est-ce que pour entrer dans le dur, est-ce que tu peux nous parler déjà de ton premier investissement immobilier? Parce que je sais que tu as forcément une anecdote. Je ne sais pas, tu vas me préciser. Est-ce que c'est ta résidence principale ou c'est… Non, non, c'est pas la résidence principale. Que justement, il y a une grosse anecdote avec dans ta résidence Ouais, principale. Tu vas sûrement justement. nous raconter ça plus tard, mais c'est quoi ton premier investissement? J'imagine que sur la partie immobilière, c'est là où tu as commencé peut-être à toucher des trucs un petit peu plus complexes, mais à haut rendement, j'imagine. Tu vois? Ouais, 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 exact, exact. Et avant de rentrer dans les détails de l'immobilier, je voudrais peut-être commencer par la fin, hein, commencer par le conseil de fin avant de revenir sur le détail. Moi, j'encourage ceux qui nous écoutent à viser très haut. Pourquoi? Parce que
les choses que nous craignons le plus. Hein, ce sont ces choses-là qui sont faites pour nous. Nous sommes des êtres de rêve, d'imagination. Quand vous voyez un bébé qui vient de naître, il passe son temps à rêver, hein, à rêvasser. Et donc, nous sommes des êtres de rêve. Et très souvent, les rêves, les gros rêves que nous avons sont ceux-là qui nous font le plus peur. Mais c'est ceux-là pour lesquels nous devrions marcher. Nous devrions nous mettre en marche, en œuvre pour réaliser ces rêves-là. Donc moi, j'entendais toujours parler de l'immobilier. Ayant grandi dans l'immobilier, c'était évident, mais en même temps pas évident pour moi parce que je voyais mon papa construire des maisons et donc, je savais que c'est possible de le faire. Mais dans un contexte européen, j'avais ce mythe-là que pour construire, pour avoir un objet On achète immobilier, des maisons, on les construit pas, en fait. exactement. Et donc, quand je voyais les montants, je me disais, mais comment est-ce possible? Il faut être super riche pour le faire. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas pour moi. Et puis, à côté, il y avait des personnes super négatives qui disaient, mais attends, c'est pas l'affaire des Noirs, ça, c'est pour les Blancs. Et même si on ne veut pas intégrer ce genre de pensée dans sa culture, après, on se laisse quand même influencer négativement. Donc, après, je me dis, OK, si on ne s'investit pas dans l'immobilier, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les informations que les autres ont. Parce que ceux qui le font, ils ne sont pas des magiciens, ils ne sont pas des super-héros comme on voit dans les films. Ils ont sans doute quelque chose que moi, je n'ai pas. Et donc, je commence à faire des recherches, je m'éduque sur YouTube. J'essaye de comprendre comment l'immobilier, ça fonctionne en Europe, plus précisément en Allemagne. Et je décide de passer à l'action. Et ma première action, c'était de travailler pour une agence immobilière. Donc, je décide de travailler pour eux pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et donc, je travaille avec eux Je me pendant… permets de te couper, hein, mais est-ce que là, tu es toujours employé dans ton autre boîte? Parce que Oui, bien sûr, je suis toujours employé. Là, je suis déjà employé. c'est Donc, incroyable. C'est comment c'est ouais, possible ouais. de faire 4000 choses en même temps? Oh bon, je suis très multitasking. Bon, après, je viens à mes limites hein, parce qu'on n'a Mhm. que 24 heures la journée, mais je suis très multitasking. Des fois, c'est pas bien parce que on ne termine pas toujours ce qu'on a commencé, mais après, c'est bien parce que ça me permet d'être aussi très productif, Mhm. de faire, d'atteindre beaucoup de résultats en peu de temps. Donc, je travaille hein, pendant que je le fais. Je me dis, Mais probablement en remote, j'imagine, parce que si déjà tu vas en physique dans ton boulot principal et que tu dois encore exercer pour notre boîte immobilière en physique, tu vas pas te diviser. J'imagine qu'il y a des trucs que tu gères à distance avec ton ordinateur. Non, le but c'était quoi? Le but c'était pour un début, moi je devais gérer les documents, dans le management des documents, les Mhm. contrats et autres. Et je devais faire des présentations d'objets aux intéressés. Et ça, je le faisais les samedis ou les dimanches. Donc, ceux qui veulent faire des visites dans des appartements, généralement, eux, ils ont le temps le week-end. Donc, mes week-ends, je les utilisais pour faire des visites avec des intéressés. Et donc, c'était possible de gérer et mon boulot et ce job d'à côté. Mais sauf que j'ai pas fait ce job pendant très longtemps. J'ai commencé avec ce qui est management de documents. J'ai rangé les documents, je les scannais, je les rangeais dans des dossiers électroniques et je tombais sur des dossiers qui m'interpellaient et Les il y dossiers de a personnes qui investissaient, c'est ça, hein, pour qu'on comprenne. des acheteurs, Des exact, des acheteurs. investisseurs, exact. Et donc, je suis tombé sur un dossier qui a tout changé. Hein. C'est le dossier il était mécanicien de formation, 21 ans, et il était à son troisième achat. Donc, avec un salaire de 1000, je pense 1 600 € de net, il était à son troisième achat. Et moi, je me dis, mais attends, comment est-ce possible? Avec 1 600 €. Avec 1 600 €, il est à son troisième achat
Et moi, j'ai, c'est pas moi, 600 euros, 700 euros net en plus que lui. C'est vrai, j'avais des responsabilités familiales, hein, mais après, je me suis dit, c'était vraiment l'élément déclencheur. Je me suis dit, donc, au final, c'est pas qu'une question d'argent, parce que côté argent, je peux aussi m'acheter, je sais pas, ne serait-ce que des petits appartements ou même des garages. Et c'est comme ça que je me dis non, ici, il faut que je me lance. Et donc, je dis à mon boss, moi aussi, je voudrais acheter. Je ne veux plus être que employé, je veux être investisseur. Et il me dit, voilà, tu apportes tel document, tu apportes, il me donne une liste de documents à fournir. Le lendemain, j'ai tout préparé, je lui ai apporté les documents et il me dit, voilà, on a un truc dans notre portfolio qui serait peut-être intéressant pour toi. Tu réfléchis, est-ce que tu veux, je lui dis, je ne comprenais même pas encore comment ça fonctionnait, mais je lui ai dit, je ne veux rien savoir, je veux me lancer. Peu importe les risques qu'il y a à prendre là-dessus, est-ce que je peux financer? Il me dit oui, tu peux financer, c'est finançable. Tes moyens te permettent de le financer. Non, mais sinon, il faut pas il faut se lancer, mais il faut quand même aller étudier le truc, hein. On ne dit pas aux journalistes, hey, levez-vous, partez demain. Faites-vous former avant, ensuite lancez-vous. Et je Oui, pense bien que c'est le sûr, conseil que tu vas probablement donner aux gens bien lesquels ils vont sûr. comprendre par rapport à ton parcours. Bien sûr, bien sûr. Non, en fait, je veux juste mettre l'accent sur ma motivation parce que Mhm. j'étais formé. J'ai bien dit, j'ai commencé par des formations sur YouTube et donc passer à l'action pour moi, être dans le concret, c'était déjà d'intégrer l'agence immobilière hein, pour être dans le concret. Quand je m'engage sur l'appartement, quand je dis, il y a des détails que je négligeais. Hein, je ne maîtrisais pas beaucoup la partie financière, des calculs de rentabilité et autres. Moi, j'ai fait entièrement confiance à mon boss sur ce coup. Je me suis dit bon voilà, il ne va peut-être pas c'est pas, je vais pas me retrouver dans la gueule du loup. Hein. Ouais. Donc, je lui ai fait confiance. Hein, mais après, comme dans toute affaire, comme dans tout business, à un moment donné, tu dois arrêter de faire des calculs et te lancer. Parce que Mhm. plus tu calcules, plus tu t'éloignes de l'action. Hein, parce qu'il y a toujours tu donnes l'espace aux peurs hein, de t'envahir et de te paralyser, de créer le brouillard dans tes actions. Ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. Plus tu réfléchis sur une activité, sur un business, si déjà dès le départ tu avais des peurs, tu ne vas que donner l'espace à ces peurs-là voilà, de te paralyser. Donc, c'est comme ça que j'investis dans le premier business hein, avec le soutien de mon épouse qui aussi était très motivée parce qu'on le fait ensemble. Hein. Ah, en fait, vous investissez à deux à chaque fois. Ouais, bien Et sûr, là, on est mariés. ça Ouais. rend le dossier beaucoup plus consistant parce que là, on fait peser le risque sur vous deux, donc forcément. Exactement. Pour la banque, c'est moins risqué. Hein. Si, juste pour que nos auditeurs comprennent, quand je parle de risque pour la banque, le fait d'avoir un crédit sur deux personnes, si moi, par exemple, en tant que principal du crédit, si je décède, la banque aura une personne, voilà, mon épouse pour payer, pour rembourser le crédit. Donc, le risque est moins élevé pour la banque. Effectivement, je peux faire peut-être un autre parallèle aussi avec la partie plus business de l'immobilier. Lorsque tu achètes un appartement et que tu mets cet appartement-là en location, pour la banque, c'est vraiment beaucoup plus intéressant parce que en fait, le crédit repose sur deux personnes. Si ton locataire ne paye pas le loyer à la fin du mois, c'est toi qui payes le loyer, contrairement au fait que si c'est ta propre résidence principale où le risque est beaucoup plus élevé pour la banque. Donc, c'est un peu le parallèle. Exactement, exactement. Donc, la résidence à usage personnel, c'est un passif, hein. Ouais. C'est pas un actif parce que c'est Mais là, on parle une vraiment en termes dépense. de business, en termes d'investissement. Parce que si c'est en mode, Exactement, on va revenir sur ton cas, en mode tu veux ta résidence principale, c'est un projet. Donc, tout dépend du projet de base. Si ton projet de base, c'est oui. de faire, et là, tu vas nous parler un petit peu de ton cas avec ta résidence principale, si c'est ton projet de vie, et ben, why not? Mais en termes de business, généralement, c'est conseillé de faire plutôt l'inverse. Commencer par un truc en location, ça peut être en saisonnier ou plus longue durée. Et là, ça crée une meilleure confiance sur le long terme pour la banque et potentiellement de pouvoir multiplier cette action et acheter d'autres biens, quoi.
Exactement. Donc, ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est quoi? C'est quand vous avez un appartement que vous mettez en location, comme tu l'as bien dit, Guy, le remboursement, en fait, vous prenez un crédit auprès de la banque, hein, mais c'est le locataire qui rembourse ce crédit. Donc, vous êtes marqué dans les papiers de la banque comme étant le propriétaire du crédit, mais en réalité, celui le propriétaire de ce crédit, c'est votre locataire. Donc, c'est lui qui rembourse le crédit et ça rend la chose beaucoup plus intéressante pour la banque. C'est encore plus intéressant si vous avez un cash flow positif, c'est-à-dire que la différence entre votre dépense sur cet objet immobilier et vos entrées, c'est-à-dire la location, si la différence est positive, c'est plus intéressant pour la banque parce que ça augmente votre revenu. Et pour nuancer, avec aussi les charges compris. Donc, c'est pas, tu vas pas Exact. prendre un appartement loué comme ça et juste faire le différentiel sans tenir compte du fait que tu pourrais potentiellement payer des impôts ou payer les charges de toutes les façons sont obligatoires. Bon, pour les impôts, il y a encore d'autres, on va pas aller dans les détails, mais il y a d'autres façons d'optimiser les choses de telle sorte que sur 5 ou 6 ans, tu ne payes pratiquement aucun impôt. Mais bon, ça sera pour un autre podcast. Donc, Exact. euh, tu te lances directement et tu fais confiance comme ça à ton boss et Oui. j'imagine que Ouais, et les choses se passent tellement vite, les choses se passent tellement vite que quelques temps après, on renouvelle l'action, hein, on passe à d'autres investissements et jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Mais au fur et à mesure que j'agis avec mon épouse, on comprend mieux le business et on gagne en confiance et c'est comme ça que on fait de plus en plus d'achats est-ce que pour et ce premier achat, on a expliqué tout à l'heure, tu es dans le positif? Oui, je suis dans le positif. Pour le premier, je suis dans le positif. En août de cette année, non, de l'année dernière, autant pour moi, août de l'année dernière, j'ai augmenté le loyer, ce qui fait une amélioration hein, du rendement de cet appartement. Je Mhm. parle du premier, oui. Ouais. Pour ce qui concerne Donc, aussi l'augmentation de loyer, tout ça, ce sont des trucs que, bon, on va pas entrer dans le détail, que c'est réglementé par la loi. ouais, en plus, on pourra peut-être faire un autre épisode dédié à ça. Ça sera beaucoup plus Oui. IMO parce qu'il y a quelques spécificités techniques que tu as dû te brûler les doigts parfois pour comprendre. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. et Donc, au départ, moi, j'agis tout seul, je fais mes recherches, les finances, je m'en occupe. Mais après, ça me prend beaucoup de temps. Et vu que je suis actif sur plusieurs fronts, donc moi, une question qui anime beaucoup ma vie, c'est comment je peux faire plus avec moins d'efforts, hein? Comment je peux avoir plus de résultats avec 80-20. exactement. Et donc, c'est comme ça que je cherche des partenariats, je cherche des entreprises qui font dans l'immobilier et je peux juste être investisseur. Genre, ils s'occupent de la partie finance, ils s'occupent de la partie notaire, ils s'occupent de la partie immobilier et rénovation et tout. Et avec mes calculs, si les calculs sont bons, je m'engage juste avec mon apport financier. Et c'est comme ça que je tombe sur une entreprise. Et c'est dans ce cadre-là, justement, Guy, que nous faisons le séminaire sur l'immobilier. Donc, je le faisais en partenariat avec cette entreprise-là. Elle est en Allemagne, basée à Karlsruhe, Wirtschaftsberatung Deutschland, VBD, Deutschland Mhm. justement. Donc, depuis ce temps, je suis actif avec eux à mes côtés. Yes. Et en parallèle de ça, vu que c'est pas par hasard que tu t'es retrouvé speaker lors de leur événement, il y a aussi une transaction business par rapport à ça, le fait que tout ce que tu closes, tu te prends bien évidemment une différence, comment on dit ça en français, provisions, Oui, une une commission. Une commission. commission, oui. Donc, c'est super, c'est intéressant parce que au départ, mes motivations étaient, comment je vais dire, elles étaient plutôt sociales hein, au départ.
Et ça Elles le rend sont la chose, toujours, je l'espère. ouais, elles le sont toujours, bien sûr, et ça rend la chose encore plus intéressante. Bref, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours été celui-là qui motive les gens à vraiment vivre leur meilleur potentiel, hein, à découvrir et à vivre leur potentiel. Parce que je suis convaincu que nous sommes capables de beaucoup de choses, seulement l'environnement nous empêche de vraiment fleurir et nos peurs vraiment nous paralysent à passer à l'action. Donc, au départ, moi, je me dis, je l'ai fait, j'ai vu, c'était pas compliqué, c'était pas si compliqué que la majorité le pense. C'était même très facile. Et puis, je me suis dit, mais attends, tout Africain devrait faire pareil. Tout Africain devrait avoir investi dans l'immobilier en Allemagne parce que des objets, il y en a tellement. Les ingénieurs africains, camerounais en Allemagne, ils ont des bons salaires comparés aux mécaniciens. Hein, ils ont des très bons salaires. Et puis, je me disais, mais attends, pourquoi est-ce que les Africains ne font pas, n'investissent pas dans l'immobilier? Ça, c'est un investissement garanti, peut-être pas pour soi, mais pour les enfants. C'est-à-dire que si on investit dans un objet immobilier et les enfants à 21 ans, 25 ans, l'immobilier est entièrement payé, tout ce qui rentre comme location, c'est du cash positif pour les enfants. Et donc, moi, je me suis dit, il faut que je parle de cette opportunité aux Africains. Et c'est comme ça que je commence à faire déjà des séminaires tout seul, hein, où j'invite des Camerounais, des Africains. On parle de l'immobilier. Certains sont intéressés, certains pas, parce qu'ils ont des mythes, ils ont des croyances. Et j'essaye justement d'apporter un peu de lumière, hein, à leurs questions et certains se font confiance et passent à l'action. Donc, avec VBD, au départ, c'était la même chose. Je me dis, OK, ça, c'est une plateforme justement pour toucher beaucoup plus de personnes. Et c'est après quelques séminaires, ils me disent, est-ce que tu sais qu'avec nous, tu peux te faire un peu d'argent sur les personnes que tu vas closer? Et je me dis, ben, pourquoi pas? Vu que mes motivations dès le départ étaient sociales et étaient plutôt à motiver les gens à passer à l'action, vous me donnez, c'était un peu comme la cerise sur le gâteau, on va dire comme ça. Mhm. Ah, Donc, je me fais aussi un peu d'argent sur les commissions, mais comment je vais dire ça? Je ne mets pas l'argent devant. Pourquoi? Parce que je veux me rassurer que les gens qui investissent, qui comprennent ce qu'ils font mhm. et qu'ils soient convaincus de ce Ah, qu'ils font. c'est clair, le bénéfice ou l'argent ou ce que tu peux recevoir comme récompense, c'est juste une conséquence logique de ta démarche. Donc, c'est Ouais, clair, tout le monde comprend ça. Donc, ouais, euh, tu crées ce partenariat-là avec VBD, tu investis déjà toi-même en tant que personne et aussi tu ouais, évangélises comme ça d'autres personnes à ouais. faire la même chose que toi pour aspirer à atteindre cet objectif-là, d'être soit libre financièrement ou de préparer l'avenir de ses enfants. Et Exact. euh, on a Bon, parlé. c'est pas que préparer l'avenir de ses enfants, hein, parce que si sur un appartement, juste pour un petit parallèle, pour qu'on comprenne mieux, si sur un appartement, quelqu'un se fait un cash flow de 100 euros, il a 10 appartements, à 100 euros, ça lui fait 1000 euros. Donc, il peut vivre de ses appartements, hein, il peut vivre de Ouais, ses je suis appartements. complètement d'accord avec toi. Oui, Quand je parlais de préparer l'avenir de ses enfants, c'était beaucoup plus sur. Il faut déjà toujours se définir un objectif. Quelqu'un, il va se exactement. définir un objectif, par exemple, de se construire un gros parc immobilier. Why not? Oui, Mais il y a d'autres qui ne sont pas forcément dans l'hyper exact, croissance. exact, Il veut juste son petit truc et exact, exact. parce qu'il faut bosser, c'est pas que tu restes là et tu fais rien. Il Non, faut bien sûr, bosser, bien sûr, il y a des dossiers qu'il faut étudier, même si tu as l'entreprise au milieu qui te propose des trucs qui sont semi-filtrés, il y a bien quand même sûr, un boulot qu'il faut faire si tu veux atteindre un certain type d'objectif, si tu veux vivre juste de ça. bien sûr, Quand bien je sûr, parlais bien sûr. de préparer l'avenir de ses enfants, c'est parce que pour certaines personnes, c'est ça leur objectif de vie. Why not? Surtout Oui, pour des gens
de la communauté généralement africaine, ils sont plus des projets genre la famille, les enfants. Et Oui, oui. ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est chacun qui a ses Non, options. c'est clair, c'est une question de stratégie et c'est à chacun de définir sa stratégie. Quand on parle d'immobilier, il ne s'agit pas juste d'acheter et de mettre en location parce que même en Sinon, c'est location, vous facile, pouvez. tout le Ouais, monde peut acheter. exact. Mais est-ce que Il tu faut. peux acheter le bon objet et faire de l'argent? Ça, c'est notre sujet. Oui, oui. Non, c'est une question de stratégie. Et il faut définir sa stratégie avant de s'y lancer. Mais comme toute chose, il faut s'informer, il faut comprendre la chose parce que très souvent, quand on est stressé ou quand on a peur de faire quelque chose, c'est l'ignorance qui est à la base. C'est parce qu'on ne comprend pas. Et au lieu de prendre les coups chemin et de dire c'est pas un business pour moi ou c'est pas un business pour les Africains, il vaudrait mieux de s'informer, il vaudrait mieux de se rapprocher de ceux qui l'ont fait et de savoir comment est-ce qu'on fait. Parce que c'est à ce niveau-là que beaucoup de nos frères pêchent. Dit, c'est pas. Bref, ils s'accrochent à leurs croyances plutôt que de s'accrocher aux gens qui l'ont déjà fait et savoir comment ils ont fait. Effectivement. Donc, on a parlé de tes débuts dans l'entrepreneuriat via Limo, de ton activité avec ta marque personnelle qui porte justement ton nom. Et il y a aussi d'autres canaux que j'ai spécifiés, notamment ce qui concerne le leadership, la bourse, le Oui. management. Et je ne sais pas si tu peux nous parler brièvement de ces points-là avant qu'on tombe sur le projet qui nous lie principalement. Oui, je vais commencer peut-être par la bourse. Mhm. Oui, donc j'ai vu que je voyageais beaucoup. J'étais toujours en contact avec des personnes, on va dire, super riches parce que c'était des voyages d'affaires que je faisais. Et donc, j'étais en contact avec des leaders des clients que je rencontrais. Et donc, j'étais toujours intéressé à savoir, à connaître leur Ça, c'est pour la boîte de biotech, quoi, les clients de cette exact, boîte. exact, 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 exact. Donc, étant dans des grands milieux, étant en contact avec des grandes personnes, je m'intéressais à leur parcours et je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi, la majorité, ils investissaient dans l'immobilier. Ça, c'était de un. Donc, c'est un élément qui me convainc hein, du fait de s'intéresser à l'immobilier et aussi dans la bourse pour bien d'autres. Donc, un soir, je discutais avec un ami. Il me dit, lui, il fait dans la bourse. Je lui pose des questions, ça se passe comment et tout, et tout, et tout. Il me dit comment ça. Bref, il me décrit un peu en gros comment ça se passe et il me parle des actions sur lesquelles il a investi. Et donc, moi, je me dis, oh, ça a l'air intéressant. Comme avec les autres activités, je m'éduque sur YouTube comme d'habitude, hein, je passe très vite à l'action, je m'éduque sur YouTube. Tout ce que je pouvais faire à l'instant, je l'ai fait, comme créer un compte de trading. Donc, je crée ça sans même savoir comment ça se passe. Je sais qu'il faut créer un compte, je crée le compte, je continue de m'éduquer et c'est comme ça que je passe très vite à l'action. Hein. Mhm. Donc, ça, c'est peut-être un élément qui fait ma force, le fait de passer à l'action. Une idée, ça ne suffit pas. Une idée, c'est bien beau, mais après, il faut la concrétiser pour faire la différence. Et donc, je passe très vite à l'action et pendant que je continue de m'éduquer sur YouTube, j'achète des livres sur l'investissement à la bourse, la finance, et je lis et je fais des petits achats en bourse. Je vois comment ça évolue, le côté émotionnel là, comment gérer les émotions. Donc, je vois comment les actions montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Je panique pas. Euh, ouais, donc je dors pas et tout. Le début, c'était important pour moi de passer à l'action, de voir, d'être dans la chose, quoi, et de voir comment est-ce que ça évolue. Et je me suis beaucoup éduqué. Hein. J'ai lu, je sais pas, peut-être 10 livres sur la bourse. J'ai appris beaucoup de stratégies des grands investisseurs comme Warren Buffett, comme tellement, il y en a tellement. Hein? Et donc, j'ai essayé d'utiliser ces stratégies-là et de les adapter à mon contexte. Et c'est comme ça que aujourd'hui, je suis
je dirais que j'ai du succès en bourse. Hein. Je dirais que j'ai du succès parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Je suis plutôt très satisfait. Et donc, j'ai mis des stratégies sur pied que je partage avec des intéressés. J'ai un séminaire, j'ai un workshop justement sur la bourse que je fais. Et jusqu'ici, ceux qui ont participé à ce séminaire m'ont donné un retour positif. Ils sont super excités. La stratégie, en fait, c'est quoi? Parce que quand on parle de bourse, on pense directement au risque. Hein, on Ouais. pense directement au risque et on n'est pas prêt à s'engager parce qu'on se dit on va perdre tout son capital, on va perdre tout son argent. Et moi, généralement, moi, ce que je dis aux gens, c'est investir dans toute chose. Hein, ça ne s'applique pas qu'à la bourse. Même si tu décides de créer une entreprise, investis le montant que tu peux supporter. Hein? C'est-à-dire, il faut investir de telle sorte que tu sois capable de dormir la nuit. Parce que si, c'est pas ça le but. Ouais, le but de l'investissement, ce n'est pas de te stresser, c'est de t'enlever un certain stress, hein, le stress de la pauvreté et tout. Donc, si investir doit faire que tu ne dormes pas, vaudrait mieux ne pas le faire. Il faut calculer ses risques, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut se poser les questions essentielles. Hein. Est-ce que je n'arrive pas à dormir à cause de cet investissement? C'est qu'il y a un problème. Hein. Soit Ouais. c'est un manque d'information, soit c'est un manque de stratégie. Et donc, moi, la stratégie que je propose aux gens, c'est une stratégie à risque asymétrique. C'est-à-dire que avec le minimum de risque, tu puisses avoir le maximum de gains. Hein, je l'ai dit aussi Toujours un tantôt. 20-80. Toujours le même Toujours, principe. Ouais. toujours, toujours. Donc, moi, je suis toujours dans cette optique-là. Avec le minimum d'efforts, le maximum de résultats. C'est la technique du paresseux. Hein. Je suis convaincu que de nos jours, il faut pas transpirer. Hein. Il faut pas transpirer pour réussir. Nous sommes en 2019, bientôt 2020. Les choses ont beaucoup changé, les choses ont beaucoup évolué et il faut juste s'informer. Donc, la stratégie consiste à quoi? À investir sur des entreprises qui ont du potentiel hein, et sont sous-évaluées. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise, elle s'appelle Veloxis. Hein, c'est Veloxis. Si ceux qui font dans la bourse, allez chercher cette entreprise. C'est une boîte allemande ou plus internationale? Elle est internationale. Elle est internationale et elle fait dans la biotechnologie. Ça, c'est mon domaine. Je sais. Je maîtrise un petit peu le sujet, mais tu n'es pas que dans des domaines qui concernent ta zone de Non, prédilection. pas que. Exact, pas que, pas que. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant avec les biotech, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de limite vers le haut. Hein? Mhm. Dans ce sens-là, qu'une entreprise pharmaceutique qui va développer son médicament, elle n'a peut-être pas de concurrent. Comparé au secteur automobile où même les géants tels que Mercedes, BMW, ils souffrent. Hein? C'est pas si évident que ça pour eux. Ceux J'ai qui parfois l'impression que ils plafonnent, quoi. Ils arrivent parfois à des seuils où on sait plus ou moins que la croissance ne sera pas aussi exponentielle que peut-être il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Non, mais ça s'explique, c'est normal, ça s'explique. Pourquoi? Parce que l'industrie automobile, ils ont non seulement des concurrents asiatiques, principalement asiatiques, mais ils sont eux-mêmes leurs propres concurrents. Dans ce sens-là que la pression de l'innovation hein, n'est pas forcément en leur faveur. Aujourd'hui, on va te sortir la dernière A-class ou la dernière A5 l'an prochain, on va déjà te sortir un nouveau modèle parce que l'ancien ne répond plus aux attentes des utilisateurs. La technologie, elle évolue tellement vite qu'il faut passer à quelque chose de nouveau hein, pour Mhm. garder les potentiels clients intéressés. C'est la Ouais. même chose qu'on a dans le secteur du téléphone, hein, les smartphones et tout. C'est pas évident. Si on voit Samsung en une année, ils vont sortir 3, 4 téléphones. Ils n'ont pas le temps hein, de faire des ventes. Pourquoi? Parce qu'il faut satisfaire la clientèle. Par contre, dans Bon, le ils font secteur... quand même des ventes, hein. C'est quand même, non, 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 bien Samsung sont sûr. parmi Bien les sûr. troisième ou quatrième meilleurs vendeurs. Bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr. Non, Samsung, ils n'ont bon, pas de concurrent. Hein. mais peut-être, comme je parlais de plafond tout à l'heure, c'est peut-être l'industrie commence peut-être à s'essouffler peu à peu du fait euh, euh, le fait qu'on soit toujours dans l'hyper-innovation et c'est Bien difficile sûr. d'évoluer aussi, sans compter même les mouvements sociaux, les gens qui parlent de consommation
de consommer vers, si on revient sur l'automobile, le fait qu'on commence Oui. à pousser de plus en plus les voitures électriques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par contre, en biotech, tu as une technologie, tu as ta patente sur la technologie pour 10 ans, 20 ans, et tu es le seul, tu n'as pas de concurrence, hein, et tu es le maître des prix que tu fais, tu vois. Donc, ça, c'est un avantage du domaine biotech, hein, comparé à tout ce qui est technologie, high-tech, smartphone, électronique et tout là. Donc, ouais. C'est intéressant tout ça. Quand on se rend compte, en fait, à chaque fois, c'est toujours la même procédure. Tu te rends compte d'un besoin, d'un manquement, tu vas creuser le domaine, tu expérimentes à ton propre niveau, tu fais tes propres Oui. tests, tu évalues les résultats, et tu scales, entre guillemets, et directement, tu te mets à apprendre ça aux autres. C'est pareil, c'est ce que tu as fait un petit peu avec les business. Exactement, exactement, Et exactement. c'est là où le terme Donc, de leadership et tout ça, ça revient quelque part. Et entre guillemets, c'est ce que tu fais aussi en entreprise avec les membres de ta team. exactement, exactement. Donc Mhm. pour clôturer avec la bourse, la stratégie, elle est toute simple, hein. Il est question d'investir sur des entreprises qui ont du potentiel. Et quand je parle de potentiel, c'est pas subjectif parce qu'il y a des outils pour analyser les entreprises. Et tout ça, j'enseigne Mhm. aux participants comment faire des analyses, comment être sûr des risques que l'on prend. Je ne voudrais même pas parler du risque parce que si je vais revenir sur l'exemple de Veloxis, j'ai investi chez Veloxis quand l'action était à 21 centimes. Hein, à 21 centimes, tout étudiant peut s'offrir une action à 21 centimes. Hein. Et aujourd'hui, l'action, en moins de 6 mois, l'action est à 68 centimes. Donc, faites le calcul en termes de pourcentage et vous voyez ce que ça fait pour ceux qui peuvent s'offrir 1000 actions, hein, pour ceux qui peuvent s'offrir 10 000 actions, 100 000 actions, 1 million d'actions. Donc, le but, c'est d'acheter au plus bas possible et de revendre au plus haut possible. Donc, si on passe de, disons, 10 centimes à 50 centimes, ça fait déjà 40 centimes. Hein? Qu'est-ce qui va arriver à une entreprise que vous achetez à 10 centimes? Elle ne peut pas creuser la terre pour entrer dans la terre. Donc, au pire des cas, elle va se retrouver à 0 euros. Donc, si vous avez mis un investissement de 100 euros pour avoir 1000 actions à 10 centimes, euh, qu'est-ce que ça vous fait? 100 euros. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est Ouais, dans la même démarche, quoi. exact. Et peut-être pour reformuler ça, mes propres thèmes, c'est plus genre, tu investis quelque chose que tu es prêt à perdre. Tu comptes pas sur Exactement. ça pour vivre. Et l'avantage, Exactement. c'est que au niveau même émotionnel, tu n'as pas la même approche que Exactement. quelqu'un qui compte sur ça pour pouvoir aller acheter sa Porsche après. Donc, Exactement. Et je ne suis pas spéculatif. Donc, je préfère ne même pas parler du terme perdre. Pourquoi? Parce que je prends bien la peine de les analyser et je suis convaincu à au moins 99% que c'est des entreprises qui vont monter en flèche. Pourquoi? ouais. Parce que je connais leurs produits, je connais le secteur d'activité et j'ai fait mes analyses, je décortique les finances et je sais que ça va monter. C'est pas risque zéro, sauf qu'il y a quand même un gros travail en amont pour mettre Exact. toutes les chances de son côté pour pouvoir. Exactement, exactement, exactement. Et Donc, donc, le risque, il est plutôt très bas et les chances de réussite sont plutôt très, très grandes. Par expérience, bref, quand je pense à Velox, j'ai le sourire hein, aux lèvres. hum. Donc si on revient un petit peu sur tout ce qui est leadership, développement personnel, qui sont des sujets qui sont chers à toi, moi je le sais. Euh, et peut-être c'est même ça, quelque part, qui te pousse parfois à transmettre. Parce que on peut dire que tu peux consacrer la totalité de ton temps pour continuer à faire ton cash dans les différents business que tu as entrepris, mais tu prends quand même le temps entre guillemets, parce que c'est sûr, ça pourrait te rapporter plus de concentrer ce temps-là sur les business qui sont déjà factuels et qui fonctionnent, mais tu prends quand même une partie de ce temps pour transmettre aux autres, pour partager, comme on va dire chez nous, pour partager la bonne nouvelle. Ouais, ouais. Ça, c'est le gène de l'enseignant, hein, de ma maman qui prend le dessus chez moi. Mm. Comme j'ai dit, maman, elle était enseignante et tu vas voir que la majorité
bref, dans mon approche, il y a non seulement le business, donc côté paternel, et aussi l'éducation, l'enseignement, Mhm. transmettre aux gens comment je fais pour réussir. Moi, je suis convaincu d'une chose. Euh, être riche ou avoir beaucoup d'argent, c'est pas difficile. Hein. La difficulté, c'est la gestion de ses peurs. Hein. C'est la gestion de ses peurs parce que chacun de nous a des très gros rêves, a de très grands rêves, mais on ne laisse pas ces rêves-là s'exprimer. On ne laisse pas notre personnalité s'exprimer. Et du coup, je fais face à beaucoup de personnes qui ont des idées géniales, hein, qui ils ne savent même pas en quoi, bref, ce dont ils sont capables. C'est-à-dire que je me retrouve toujours en train de croire plus aux gens qu'ils ne croient en eux. Et des fois, je me dis, si seulement ils pouvaient croire en eux comme je croyais en eux, tu vois, ils réaliseraient de très grandes choses. Aujourd'hui, peut-être parce que j'ai un parcours où j'ai essayé, j'ai eu des échecs, j'ai gagné en confiance. Ça paraît peut-être évident pour moi, hein, mais je sais que ce n'est pas évident parce que autour de moi, je vois des gens qui s'efforcent hein, à faire des choses, qui bagarrent avec le sabotage personnel, hein, c'est-à-dire ils ne croient pas en eux, ils sont très négatifs. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, non seulement de ma personne, mais aussi des gens autour de moi parce que le potentiel est énorme, le potentiel est énorme. J'ai créé, par exemple, un club que j'ai appelé Creativity Club, le club de la créativité. Un club qui rassemblait des étudiants de plusieurs départements, hein, des électroniques, Maschinenbau, ingénierie mécanique. Génie mécanique, parce que c'est pas tout le monde qui comprend en français, qui comprend Oui, vraiment. Donc, génie, Maschinenbau, c'est pour génie mécanique, génie mécanique, électronique. électronique, biotech et tout. Donc, on réfléchissait ensemble sur des sujets hein, et c'était impressionnant de voir comment plusieurs personnes de différents domaines pouvaient contribuer à la construction de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait des idées, il y avait une idée de base, mais on voyait du biotech, on voyait du génie mécanique, on voyait de l'électronique, on voyait vraiment de tout là-dedans. Et c'est autant de choses qui m'ont inspiré dans mon parcours à partager de plus en plus avec les gens. Mais après, il y a des gens qui veulent apprendre, il y en a qui ne veulent pas apprendre et on se dit, voilà, on fait avec ce qu'ils veulent hein, ou qui Ouais, excellent. Donc, pour revenir sur certains ont dû voir défiler sur les réseaux, notamment mes réseaux et les réseaux de consentants aussi, un projet au nom de Super Séducteur de recruteurs. Donc, pour expliquer un petit peu comment tout ça naît, moi, ça fait déjà, et on en a parlé un petit peu en off lorsqu'on s'est rencontrés. Moi, j'avais déjà des idées depuis très longtemps de créer une sorte de hub, de plateforme comme ça où les gens pouvaient peut-être après une formation bien spécifique ou alors euh, lorsque peut-être tu as arrêté de bosser à un autre endroit où tu as envie de changer, tu as envie de trouver un nouveau boulot, une plateforme comme ça intermédiaire qui faciliterait en fait euh, euh, le fait de trouver un nouvel emploi en fait. Mais l'idée n'était pas très claire dans ma tête. J'ai travaillé sur le projet, j'ai même fait une sorte de POC, de Proof of Concept. Et il y avait un site qui existait déjà. Je n'ai pas poussé le truc plus que cela. Et le fait de t'avoir rencontré, de voir ce que toi, tu avais déjà commencé à lancer, entre guillemets, ça m'a convaincu que c'est ça que j'avais besoin de Oui, faire. Et c'est vers toi que j'avais besoin de me rapprocher pour faire ce truc-là. Parce que toi, tu avais déjà non seulement l'expérience de près de 12 ans dans la partie pro en tant que euh, simple travailleur et après recruteur. Donc, tu étais des deux côtés. Tu sais exact. exactement comment est-ce que ça se passe des deux côtés. Oui. Euh, et moi, peut-être toi, pour commencer, peut-être tu peux l'expliquer. Qu'est-ce que toi tu faisais déjà avant qu'on ne lance ça de façon plus industrialisée? Qu'est-ce que toi tu faisais déjà en termes
d'accompagnement de personnes qui soit sont à la recherche d'un nouvel emploi après les études ou Oui, veulent se oui, oui. reconvertir? Oui, donc déjà, je vais commencer par moi, hein. Moi, comme je l'ai dit tout au début de l'émission, je savais où je voulais aller, hein, et j'attire encore l'attention de nos auditeurs là-dessus. Il faut savoir où l'on va. C'est comme le navigateur, hein. Si vous entrez dans votre voiture et vous n'avez pas de système de navigation, vous voulez partir de Douala à Bafoussam, pour ceux qui ne connaissent pas la route, il y a de fortes chances que vous vous égarez en cours de route. Bon, c'est vrai que c'est une ligne droite, hein, c'est très simple, mais c'est juste illustratif. Par contre, si vous avez votre système de navigation, toutefois que vous vous égarez, le navigateur va vous ramener sur le bon chemin. Donc, moi, quand je commençais les études, je savais dès le départ que je voulais être manager, je savais que je voulais être directeur de département, que je voulais être entrepreneur. Ça, je le savais. Et je savais aussi ce qu'il fallait faire pour arriver à là. Et c'est comme ça que j'ai fait les différentes formations. Mais à côté de moi, j'avais des personnes qui me disaient toujours non, tu ne peux pas, tu ne peux pas être manager. Tu as déjà vu ça où, depuis quand on va mettre un noir comme manager et tout, ça ne se fait pas. Et moi, je m'efforçais, hein, à refouler ces idées-là. Je ne voulais pas les intégrer dans mon ADN. Et quand j'ai réussi, hein, j'ai atteint ce que je voulais, j'ai tout simplement compris que il fallait une bonne dose de volonté personnelle et il fallait aussi s'activer pour atteindre ce que l'on veut. Et je sais que beaucoup, comme moi, font face à cette situation-là, hein. Ils veulent bien atteindre les sommets, hein. Ils veulent bien vivre leurs rêves, mais parce que l'environnement n'est pas favorable, ils se découragent très vite. Et donc, moi, mon objectif, c'est de prouver à ces personnes-là que vous pouvez, hein, vous devez croire en vos rêves, vous devez croire en ce que vous voulez. Et si vous ne croyez pas, ce n'est pas une autre personne qui va croire. Parce que généralement, les personnes qui découragent, elles découragent soit parce qu'elles ont essayé, elles n'ont pas réussi, ou parce qu'elles n'ont même pas essayé et savent qu'elles ne peuvent pas réussir. Donc, elles veulent satisfaire leur ego, hein, en se disant que je ne suis pas seul dans cette situation. Le fait qu'elles ne soient pas seules, ça satisfait leur ego, hein. Et donc, moi, c'est dans cette optique-là que je me dis, il faut que j'encourage les Camerounais parce que je sais que les Camerounais particulièrement, hein, en Allemagne, c'est des grands bosseurs, l'école, c'est notre truc, quoi. On a des fois, je me dis, si on pouvait moins fréquenter pour plus investir ou pour plus créer des entreprises, vraiment, le Cameroun serait très, très développé. Peut-être c'est ça notre péché, hein. On aime trop fréquenter, on fréquente trop. Au moins, on a le et, mérite de fréquenter de temps en temps. et donc, tu vois, je me dis, mais attends, les Camerounais, c'est des bosseurs, c'est des diplômes, ils sont bardés de diplômes. Mais comment est-ce que ça s'explique qu'ils ne soient pas à des grands postes dans des entreprises, qu'ils ne fassent pas bouger les lignes, quoi? Et c'est dans cette optique que je me dis, je dois déjà aider ceux qui finissent avec les études à trouver un emploi dans l'entreprise de leur rêve, parce que chacun de nous, quand il termine ses études, il a au moins une à deux entreprises qu'il voulait rejoindre. Donc, je me dis, je dois mettre mon expérience à disposition des jeunes pour qu'ils décrochent le job de leur rêve et pour ceux qui sont déjà en entreprise, qu'ils sachent comment faire pour évoluer, donc passer d'employé à, je ne sais pas, à manager d'équipe, à manager de département et pourquoi pas à CEO. Tout ça, c'est possible. Il faut juste savoir comment le faire. Et pour être des leaders, il faut savoir comment le faire. Donc, j'encourage les jeunes déjà à entrer dans l'entreprise. Une fois dans l'entreprise, comment évoluer au sein de l'entreprise, booster sa carrière professionnelle et voilà, vivre ses rêves. Excellent. Et moi, le truc, ça m'a séduit de tout de suite lorsque tu m'expliquais. Et en plus, tu avais déjà fait, on va dire, je ne vais pas appeler ça test, tu avais déjà commencé, entre guillemets, à accompagner quelques personnes Ouais.
Ouais. Notamment, c'était deux ou trois étudiants. Il y a eu une dame parmi, si je ne me trompe pas, qui, Exactement. qui a eu deux ou trois possibles. C'est elle, à la fin, c'est elle qui avait le choix de partir dans l'entreprise où elle voulait. Et Exactement. tu vas nous Exactement. parler un petit peu de ça, nous expliquer aussi en quoi est-ce que cet accompagnement consiste, la partie CV, la partie lettre de motivation et aussi la partie coaching pour être le meilleur candidat possible pendant Ouais. l'interview. Oui, oui. Donc, c'est une success story, hein. C'est une histoire vraiment, elle est très belle. Pourquoi? Parce que c'est mon petit frère, en fait, qui a une amie qui, elle a déjà envoyé près de 25 demandes et elle a eu des refus, que des refus. Donc, elle est très frustrée. Et elle discute avec mon petit frère et mon petit frère, sachant ce que j'ai fait, il lui dit, mais attends, il faut te faire coacher, mon frère aîné, elle me connaît d'ailleurs, hein, mais nous ne sommes pas amis. Donc, elle a assisté aussi justement au Creativity Club dont je parlais. Donc, elle savait que je faisais ce genre de choses. Sauf que cette fois, c'était pas gratuit, c'était payant. Hein? Donc, ouais, je sais pourquoi je dis ça. C'est Tu vas normal. comprendre, tu vas comprendre pourquoi. Donc, au départ, mon frère lui parle de ça. Il lui envoie un document qui résume en fait le projet, le partenariat avec elle. Mais elle dit non, c'est trop cher. Je peux pas m'offrir ce Quand service-là tu et dis trop tout. cher, c'est combien? Est-ce que tu peux nous dire le prix que c'était à cette époque? C'était quoi? C'était un prix promotionnel, hein, parce que je savais que c'était, vu que je commençais et je venais justement de mettre l'activité sur pied, c'était un prix promotionnel de 150 euros pour tout le paquet. Hein. Aujourd'hui, c'est plus ça, Non, mais bon. c'est clair, parce que un accompagnement de la lettre de motivation CV jusqu'à le coaching pour une interview, Ouais. Mais cent bon, je cinquante pense, euros, c'est cadeau, c'est vraiment. ouais. Bon, après, je pense que quand on comprend de quoi il est question, l'argent devient secondaire. Et aujourd'hui, bon, je permets que je continue avec l'histoire. Bien sûr, Donc, c'est juste que les gens comprennent que tu payes 150 euros pour trouver un boulot où tu as 30, 40 000 balles par an, quand même. ouais, exactement. Donc, elle se dit non, c'est trop cher, elle ne peut pas s'offrir ce service-là et tout. Moi, je dis à mon petit frère, alors dis-moi, c'est ton ami. Je veux bien l'accompagner. Tu sais, moi, je mets pas l'argent devant. C'était une connaissance en plus, je la connaissais. Et puis mon frère, il me dit non, elle est tellement stressée, elle ne sait même plus quoi faire. Est-ce que j'accepterais qu'elle me paye en tranches? Je lui dis ok, c'est pas un problème, je vais le faire. Et comme d'habitude, je ne mets pas l'argent devant. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que si tu poursuis l'argent, c'est-à-dire que l'argent est devant et toi tu es derrière, l'argent court plus vite que toi. Tu ne vas jamais le rattraper. Pourtant, si tu as une longueur d'avance, hein, l'argent va te rattraper. Tu vois un peu le Mhm. truc. Voilà. Donc, je lui dis, ça va, c'est pas un problème. Voici ce qu'on va faire. Chez nous, au pays, généralement, quand tu as ton premier salaire, tu donnes une partie aux parents. Hein. J'aimerais que sur ce coup, tu me considères comme l'un de tes parents et que quand tu auras ton premier salaire, que tu vois comment est-ce que tu vas me gérer comme ton parent. Elle me dit, ah, waouh, ça c'est super. Avec ça, je suis d'accord. Donc, je lui dis, d'accord, envoie-moi ton CV, le CV que tu utilisais pour envoyer aux différents recruteurs. Donc, elle m'envoie le CV, elle m'envoie sa lettre de motivation et je me rends compte que, comme la majorité des candidats, hein, elle a un CV, elle a une lettre de motivation qu'elle envoie en masse comme un automate à toutes les entreprises. Et ça, déjà, c'est la première erreur. Ça ne passe pas parce que les recruteurs, ils savent tout ce qui est demande en masse là. Ça, on le sait. Et chaque lettre de motivation doit être adaptée à une entreprise. Pourquoi? Parce que les entreprises ne sont pas les mêmes et ne demandent pas les mêmes choses. Hein? Une entreprise A va vous demander du chocolat, vous ne pouvez pas venir lui donner du beurre.
quand on vous demande le chocolat. Donc, les compétences qu'on vous demande vont toujours différer d'entreprise à entreprise, raison pour laquelle il faut faire attention à adapter sa demande à chaque entreprise. Donc, ça, c'est la première chose que je constate chez elle. Et son CV aussi, je constate que dans son CV, il est non seulement, il n'est pas attractif, dans la forme, c'est-à-dire l'emballage, parce que le CV, c'est quoi? C'est la porte, c'est la clé hein, pour qu'on entre dans une entreprise. C'est le premier élément, c'est l'outil de marketing hein, que les Ben, recruteurs je me vont. permets de te couper. Toi, en tant que recruteur, est-ce que c'est ça que tu regardes en premier avant de commencer à étudier le reste du dossier, par exemple? C'est comme tout homme qui regarde une belle femme hein, ou toute femme qui regarde un homme. On est d'abord intéressé par l'apparence. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord l'emballage qui compte avant qu'on entre dans le contenu. Et donc, c'est le premier détail pour moi. Si en 6 secondes, 5 secondes, je ne suis pas convaincu par la forme, je mets d'abord de côté. Hein, le temps de, parce qu'on n'a pas qu'une demande, hein, on reçoit 50 demandes. Et donc, tu ne veux pas prendre tout ton temps pour aller creuser dans chaque demande. Et le candidat, justement, il doit se démarquer. C'est une situation de commerce, et ça, les candidats doivent comprendre, hein, c'est une situation de commerce par excellence où ils doivent se démarquer dans le plus bref des délais de la masse des candidats pour être retenu. Et le CV, justement, c'est un élément qui attire l'attention, comme les formes d'une femme ou d'un homme. Donc, ça, il faut considérer cela. Et c'est le meilleur outil marketing hein, dont dispose un candidat pour séduire un recruteur. Effectivement. Donc, Ouais. tu reviens déjà sur son CV, tu réoptimises. Je pense que tu as même recommencé de zéro, non? Tu as refait le truc de Ah zéro. oui, il fallait refaire de zéro parce que à la base déjà sa photo de profil c'était une photo prise avec téléphone en selfie. Ça c'est un no-go, c'est un no-go parce que parce qu'il faut comprendre que l'entreprise va vous embaucher pour que vous représentiez l'entreprise. Et donc, si vous n'êtes pas capable de vous prendre au sérieux, il ne faut pas s'attendre à ce que l'entreprise vous prenne au sérieux. Une photo de profil, ça parle sur... Bref, ça donne des idées sur la personnalité de la personne. Voir une photo prise avec un selfie, on pense à quoi? C'est quelqu'un de désordonné, c'est quelqu'un de, je sais pas moi, pas de sale. Bref, il y a beaucoup de pensées qu'on peut avoir, quoi. Beaucoup, et justement, le rôle du candidat ou alors son devoir dans ce cas, c'est de limiter l'espace de spéculation aux recruteurs. C'est-à-dire, il ne faut pas donner d'espace aux recruteurs pour spéculer, pour qu'ils pensent, parce que toutefois qu'il devra spéculer, il va spéculer dans la mauvaise direction. Tu vois un peu ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, il faut être le plus clair possible et éviter des impressions négatives parce que la première impression, c'est celle-là qui compte la plus. Hein? Donc, si déjà dès le départ, on a une mauvaise impression de vous, c'est clair que ce sera difficile de convaincre le recruteur par la suite hein, parce que dès le départ, il y a déjà des barrières qui sont dressées, on a déjà des mauvaises impressions et ces impressions-là, elles vont s'étendre au niveau de la performance hein, du candidat. Mhm. Excellent. Donc, on finit l'optimisation du CV et là, on tombe sur Oui. la lettre de motivation. Oui, on fait donc je fais la lettre de motivation justement. Elle avait rédigé une lettre de motivation, mais c'était C'est toujours standard. Copier, prends et elle envoie à ouais, tes entreprises. c'était standard et c'était aussi très égocentrique. Donc c'était très concentré sur sa personne. Avec du jeu partout. Exactement, exactement. Une lettre de motivation qui commence avec je. Moi, on l'a, bref, moi, je mets de côté, hein, parce que il n'est pas que question de vous, hein. Quand la lettre de motivation, c'est quoi? C'est le but de la lettre de motivation, c'est vrai, c'est vos compétences, c'est votre personnalité, mais vous devez commencer une lettre de motivation par flatter l'ego de l'entreprise, hein. Il faut d'abord présenter l'entreprise, il faut d'abord mettre l'entreprise en avant. Hein. Qu'est-ce qui donne du sens à cette entreprise avant de parler de vos motivations de travailler pour cette entreprise? Vous devez d'abord montrer que vous avez compris le sens de l'entreprise, vous connaissez l'entreprise et puis
vous avez les éléments qu'ils demandent pour justement les permettre d'atteindre leur mission. Excellent. Ouais, donc je fais ce travail-là, et puis je le fais sur. En fait, je lui demande de m'envoyer des liens hein, pour lesquels elle veut postuler. Elle m'envoie des liens et j'adapte justement le CV et la lettre de motivation à ces différentes entreprises-là. Parce que comme je disais tantôt, il faut donner aux recruteurs ce qu'ils demandent. Et parce que chaque recruteur demande quelque chose de différent, il faut à chaque demande une lettre de motivation. Personnalisé par rapport à l'entreprise. Personnalisé. Et je me permets, Personnalisé. parce que j'ai été aussi Personnalisé. un témoin direct, j'ai vu le dossier de la fille que tu m'as montré. Et aussi, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, ma petite sœur qui est au Cameroun, on a justement préparé un dossier pour elle que tu as fait pour une banque Advance Cameroun. Et moi, j'ai été scotché et des CV, j'en ai vu, mais là, c'était vraiment waouh. Et tout le monde qui a vu son CV, ils étaient tous waouh. Au-delà de Ouais, ce que tu as cité précédemment, il y avait aussi la partie de la hiérarchie visuelle, c'est-à-dire l'entreprise, par exemple, a une coloration verte. Tu vas aller prendre cette coloration, ce design de l'entreprise, tu vas faire pareil sur la lettre de motivation et le CV. ouais. Ça frappe de ouf. Niveau marketing, déjà, comme tu parlais d'ego tout à l'heure, ça flatte l'ego au max. Donc, il y a cette partie de lettre de motivation, CV, et la personne va réussir à décrocher une interview quelque part. Ça, c'est aussi on connaît des gens qui réussissent à se faire présélectionner, mais au niveau de l'interview, ça foire. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, le CV, c'est l'outil marketing hein, qui permet qu'on entre dans l'entreprise. Et une fois qu'on est dans l'entreprise, il faut s'assurer de rester. Et pour rester, il faut réussir à l'étape de l'interview. Mais avant d'arriver à l'interview, je voudrais encore insister sur, parce que tu parlais des couleurs, et il faut que les candidats comprennent que le CV, en fait, c'est quoi? C'est l'occasion pour montrer aux recruteurs qu'on est différent des autres. Pourquoi? Parce que à compétence égale, ce qui va jouer la différence, c'est l'attention aux détails. Euh, L'attention aux détails, un exemple, c'est les couleurs. Hein. Les couleurs d'une entreprise, ça fait partie de l'identité de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est très important pour l'entreprise. Et je n'encourage pas les candidats à être fantaisiste. Hein. Ce n'est pas parce que vous aimez le bleu que votre recruteur doit aimer le bleu. Donc, pour être sur le côté safe, comme on dit ça en français, pour limiter les risques Limiter pour vous, ouais, pour sécurité. limiter, exactement, pour être du côté sécurité, prenez les couleurs de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est leur identité. Ils vont directement s'identifier à cela. Une petite anecdote, hein, il y a un candidat il a utilisé les couleurs de la concurrence dans son CV et on ne l'a pas retenu, Il a osé. à cause. Ouais, il a osé, hein, il ne savait pas, c'est une couleur qu'il aimait, mais malheureusement pour lui, cette couleur-là, c'était la couleur de l'entreprise, c'était la couleur de la concurrence. Et donc, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a choisi cette couleur. Il a dit parce qu'il aime la couleur. Automatiquement, ça paraît bidon, hein, mais les Ouais. recruteurs, ils se disent, bon, comment est-ce qu'on va interpréter ça? Est-ce que ça veut dire qu'il aime la concurrence? On, Certainement pas. Hein, certainement pas. on peut le dire même que c'est bidon, mais c'est pas au recruteur de se soucier du détail. C'est à toi de tout faire, comme tu l'as fait Exact. précédemment, pour effacer, gommer le maximum de trucs pour que. Exactement. Ouais. Exactement, exactement. Donc, il faut réduire l'espace de spéculation du recruteur. Hein. Et donc, le mec qui n'a pas été retenu parce que à une interview où tout doit être concentré sur toi, on ne veut pas se concentrer sur la concurrence, on ne veut pas Et puis, c'était vraiment la guerre entre eux et la Ouais. concurrence. Hein. Il Donc, y a du même, il coup, y a même l'état émotionnel qui rentre en jeu, la personne exactement, qui exactement. rentre. Donc, du coup, on a associé le mec au concurrent et c'est comme ça que on ne le recrute pas. Et donc, les couleurs, c'est super important. Parlant de Advance Cameroun, j'ai encore les couleurs dans la tête, hein, le vert, le jaune. Et si tu fais une demande avec ces couleurs-là,
le recruteur, eux, il te voit, même inconsciemment, hein, il te considère déjà comme membre de l'équipe, même inconsciemment. Il n'est même pas conscient de cela, mais c'est autant de choses qui, sur le plan psychologique, vont jouer en la faveur des candidats. Ouais, Oui. je partage complètement. Ouais, donc, une fois qu'on est entré dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un bon CV qui a retenu l'attention du recruteur, on a une belle lettre de motivation qui exprime bien ses motivations. Donc, on est motivé à travailler pour l'entreprise. Et qui montre On aussi que tu a connais le produit parce que tu es parti chercher, tu sais ce que tu sais ce que l'entreprise exactement. promeut. Exactement, exactement. On a fait ses recherches sur les produits de l'entreprise. On connaît bien la mission et la vision de l'entreprise et on a réussi à démontrer dans la lettre de motivation qu'on va justement aider à atteindre cette mission-là ou à renforcer les valeurs de l'entreprise. Voilà, on est invité pour une interview. Hein. Ça peut être sous forme d'interview téléphonique ou alors d'interview en présentiel. Et il y a une petite différence hein, pour que les gens comprennent. L'interview téléphonique, c'est beaucoup plus pour se rassurer que c'est pour se rassurer déjà avant de vous inviter en présentiel pour limiter le risque que vous ça soyez… peut être un second filtre en fait. C'est un filtre déjà pour s'assurer que vous apportez effectivement les compétences que vous avez énumérées dans votre lettre de motivation pour se rassurer de vos demandes salariales parce qu'on ne veut pas vous inviter et après se rendre compte qu'au niveau du salaire, on ne peut pas s'entendre. Et quand je parle des compétences, ça peut être au niveau des langues. Hein. Donc, rassurez-vous d'être véridique quand vous parlez de vos compétences. Pourquoi? Parce que je me souviens d'une interview que j'ai conduite. C'était pour l'entreprise Bosch. C'était pour un poste de manager régional Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est je ne sais même plus d'où il était, mais il parlait plusieurs langues. Et donc, il m'interviewe et il me dit, je vois dans votre CV que vous parlez parfaitement français, vous parlez parfaitement anglais, vous parlez allemand, vous parlez espagnol. Je lui dis, oui, c'est vrai. Il me dit, ah, OK, on commence l'interview en allemand et puis il switch en anglais et puis du tic au tac, il switch en français et il switch en espagnol. Non, il n'a pas osé espagnol parce que Ah forcément oui, bien espagnol. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il l'a fait. Ben, vu que c'était mentionné dans mon CV. Et bon, vu que je parle espagnol, donc on a pu faire l'interview en ces langues-là. Donc, que les auditeurs comprennent que un téléphone interview ou même interview en présentiel, si vous dites, vous parlez allemand ou vous parlez espagnol, on va vous interviewer en ces langues-là. Raison pour laquelle, quand je fais des appels gays, je prends la peine de quantifier, parler allemand, c'est 80%, c'est 50%, c'est 20%, parce qu'il faut limiter, comme je dis, la spéculation chez les recruteurs. Et autant mieux lui dire, je parle espagnol, c'est vrai, mais je ne parle qu'à 20%. Hein, où je ne parle qu'à 30% ou à 99%. Donc, le téléphone interview, justement, c'est se rassurer que vous êtes le candidat avant qu'on ne vous invite parce qu'on veut limiter le risque de vous avoir. C'est le temps, c'est votre transport, votre temps, le temps des recruteurs qu'on ne veut pas perdre. Et donc, on va vous poser déjà beaucoup de questions au téléphone interview. Et si vous bravez cette étape, on vous invite à l'interview en présentiel. Vous vous rapprochez plus en plus du but. Hein. Donc là, il faut faire le moins d'erreurs possible. Parce que après avoir parcouru toutes ces étapes-là, on sait hein, que la procédure de recrutement, elle peut être très longue. C'est plusieurs étapes et donc on veut se rassurer de de ne pas foirer à la fin. Et mais malheureusement, ça par contre ça pique, hein. Ça par contre ça pique, ça fait mal là, quand tu ouais, bien foires. sûr. Ça fait mal, mais malheureusement, Guy, plusieurs personnes foirent à la dernière étape parce qu'ils ne comprennent pas le but de l'interview en présentiel. Ils ne comprennent pas que c'est une situation de commerce hein, dans laquelle ils sont les vendeurs et ils doivent convaincre le recruteur qui est l'acheteur de leurs compétences, de leurs prestations, de leurs services. Et donc, beaucoup de personnes vont à l'interview sans savoir ce qui les attend. C'est vrai, ils se forment sur Internet aux questions standards comme parlez-moi de vous,
Parlez-moi de vos forces et de vos faiblesses. Et je veux dire aussi ici, plusieurs recruteurs le font de façon standard hein, parce qu'ils n'ont pas été formés à cela. Et ici, j'ai envie de dire aux auditeurs que bref, pour ceux que je vais accompagner en personnel, hein, on va plus détailler. Mais ici on va peut-être donner Et une quelques petits idée. éléments de réponse pour que les Voilà, gens se fassent plus ou moins une pour idée que, de la chose. exactement, pour que les gens comprennent un peu de quoi il est question. Donc, quand je dis c'est une situation de commerce et une question, par exemple, parlez-moi de vous. Hein, je vois très souvent dans les interviews des gens qui prennent cette question comme parle-moi de ta vie depuis que tu es né. Il n'est pas question de ça. Le recruteur, il n'a pas besoin de... Il a déjà ton CV, donc il connaît les étapes que tu as traversées. Il sait que tu as fréquenté à telle université, tu as un master en ceci, tu as ceci, tu as cela. Ça, il le sait déjà. Donc, le but de cette question, parlez-moi de vous, c'est généralement la première question, hein, c'est de savoir comment est-ce que vous mettez les choses en synthèse hein, et comment est-ce que vous êtes capable de vous vendre, hein, de parler de votre personne, de convaincre justement l'autre. Donc, vous postulez pour un poste de, je ne sais pas moi trop quoi, de informaticien. Dans la demande, on a cité des compétences que vous devez amener, que vous devez donner, proposer. Donc, cette question, le but ici, c'est justement de, autrement posé, hein, c'est dites-moi pourquoi vous êtes le candidat à ce poste. Parlez-moi de vous, comprenez-la comme Mm. dites-moi pourquoi vous êtes le candidat à ce poste. Pourquoi vous êtes le candidat idéal. C'est Donc, juste un présupposé, en fait, et c'est à toi de exactement. comprendre que... Exactement. Il n'est pas question ici de dire que vous êtes né à Mbalmayo, vous avez grandi avec 5 frères, vous avez ceci. Non, ça, c'est pas Ils important. s'en C'est foutent à pas la important. limite. Ouais, c'est pas important. Et plusieurs candidats font cette erreur-là. Donc, désormais, comprenez cette question comme dites-moi pourquoi vous êtes le candidat pour cette question, pour ce poste. Donc, vous devez faire un sommaire, un résumé de vos compétences, parler de votre expérience, citer 2 résultats, 3 résultats que vous avez obtenus qui confirme justement que vous serez capable de redonner cette expérience-là au recruteur. Parce que si on a besoin de vos services, c'est parce que vous avez une certaine expérience et on veut justement que vous redonniez cette expérience-là. Hein, que ce soit dans des stages académiques ou dans des entreprises précédentes, on a besoin de cette expérience-là. Donc, à cette question, faites un résumé de votre expérience, de vos compétences hein, les plus pertinentes pour le poste. Et ça va de soi avec les autres questions hein, qu'on pose généralement. Les candidats, ils passent à côté de la question parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent se présenter, ils doivent se vendre. Une question qui m'amuse toujours, c'est parlez-moi de vos faiblesses. Hein? Les candidats, généralement, déjà, il faut faire attention quand on dit parlez-moi de vos faiblesses. Chacun de nous a des faiblesses. Hein? Le no-go, c'est qu'il ne faut absolument pas dire c'est je n'ai pas de faiblesse. Un candidat qui me dit il n'a pas de faiblesse, ça ne se peut pas. Hein? Chacun de nous a des faiblesses. J'ai une candidate, par exemple, la dame que j'ai coachée pour revenir à elle, quand je lui demande, je la formais justement à l'interview, parle-moi de tes faiblesses. Elle me dit, oui, je suis très casanière, j'aime pas sortir, j'aime rester à la maison. Je lui dis, OK, et alors, elle ne dit rien. Elle me dit, c'est tout. Elle aime rester à la maison. Et là, je lui dis, OK, je comprends que tu aimes rester à la maison, mais il faut faire très attention parce que à cette faiblesse, on peut associer beaucoup d'autres choses. On peut associer à ça le fait que tu n'aimes pas te mélanger aux gens, hein, c'est-à-dire que tu n'aimes pas travailler en équipe, tu n'aimes pas travailler avec des gens. Ça, tu n'as pas clarifié pour le recruteur. Tu lui as tout simplement dit, je n'aime pas sortir, j'aime rester à la maison. Mais c'est quoi la Comment solution alors? tu vois, donc c'est ça le truc. Je lui dis, même si c'est vrai que tu aimes rester à la maison, tu ne devrais pas t'arrêter à là. Rappelle-toi que c'est une situation de commerce, donc tu dois retourner
toute situation négative en situation positive. Si on te donne du limon, fais-en de la limonade. Hein. Donc, c'est vrai, ta faiblesse, c'est de rester à la maison, tu es casanière, mais tu as appris, des gens t'ont interpellé sur ce défaut-là et tu t'es rendu compte que justement, tu gagnais plus à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes. Et depuis un certain temps, tu sors, tu rencontres des gens, tu voyages beaucoup depuis un certain temps et tu te rends compte des bienfaits de rencontrer des gens parce que ça développe ta créativité, ça développe ton esprit, tu vois, de vie en communauté. Donc, tu passes d'un défaut à une qualité parce que toute entreprise a besoin de quelqu'un qui est communicatif. C'est-à-dire que tu peux communiquer. Quelqu'un qui préfère rester à la maison, qui n'aime pas sortir, tu veux que je comprenne quoi? Que tu n'aimes pas communiquer avec des gens, que tu n'aimes pas te mélanger aux gens. Là, tu m'as donné tout l'espace possible pour que je réfléchisse. Vu qu'on est dans le défaut, c'est clair que je vais imaginer tout ce qu'il y a de pire. Par contre, si tu transformes ce défaut en qualité, on a demandé d'être communicatif dans l'entreprise. Oui, je suis communicatif. Peut-être que par le passé, je n'aimais pas sortir, mais désormais, moi, j'aime sortir, j'aime rencontrer des gens. Et depuis que je le fais, je me rends compte de l'impact positif que ça a sur mes compétences en communication. Et voilà. Donc, ça, c'est une… Donc, en gros, c'est le fait de démontrer une démarche par rapport à un défaut que tu as, que tu veux aller vers le bon sens, qu'il y a telle chose comme ça, mais tu es en train de travailler, soit tu es à mi-chemin, soit tu es dans le processus de la fin pour améliorer ce défaut-là, quoi. Exactement. Souviens-toi un peu de nos vendeurs des marchés de Mokolo. Quand tu veux acheter, disons, une chaussure, hein, et tu vois que la chaussure, elle a une égratignure, le vendeur, il ne va jamais s'arrêter sur ce défaut-là. Il va te dire, mais attends, regarde, c'est la Jordan, c'est ceci, c'est cela. Donc, il ne va jamais clôturer l'achat sur cette égratignure-là. Et c'est la même chose qu'il faut considérer pendant la procédure de recrutement. Jamais s'arrêter sous un angle négatif. Il faut toujours transformer en positif. Pourquoi? Parce qu'aucun recruteur n'a besoin de quelqu'un négatif. Hein. Même si c'est votre pire défaut, réussissez à le transformer en qualité. Mais après, il faut faire attention parce que si à un poste, on demande des communications ou alors en tant que commercial, hein, on a besoin d'être extroverti, on a besoin d'être communicatif. Vous ne pouvez pas, pour un poste de commercial, dire que vous êtes introverti. Ouais. Ça ne marche pas. Hein, parce que suicide, te suicide. Ah oui, là c'est se mettre soi-même la balle dans la tête, quoi. Donc, il faut prendre la peine de choisir, de bien choisir les défauts qu'on va citer. Et pareil pour les compétences. Hein, si on vous demande c'est quoi vos qualités, il ne faut pas juste citer des qualités. Il faut mettre le recruteur dans un contexte, c'est-à-dire lui proposer un contexte dans lequel vous avez fait preuve de cette qualité-là. Ça, c'est très important. Il faut être dans le détail. Comme je dis, éviter la spéculation du recruteur. Donc, toujours préciser c'était dans quel contexte, quelles sont les actions que j'ai entreprises, moi, pas mon équipe, hein, moi, et quels sont les résultats que j'ai obtenus. Ça, c'est très important. Quand je parle de contexte, c'était avec quelle entreprise, c'était à quelle date, à quelle période, je travaillais avec qui, avec quel partenaire et c'est quoi les résultats que j'ai obtenus. Donc, ça, c'est très important. Toute question qui sera posée à l'interview, pensez que c'est une compétence que vous devez mettre en valeur. Effectivement. Et à cette compétence, il faut toujours un contexte, il faut des actions, il faut des résultats. Toujours être dans le détail. Effectivement. Donc, je voulais dire justement… Pour même pousser cela plus loin, tu as justement rédigé un petit manuel de 14 conseils pour trouver un emploi. On va mettre le lien en description. Donc, oui. C'est gratuit, complètement gratuit. Vous pouvez télécharger ce document en échange de votre email. Et là, tu partages comme ça 14 conseils et de temps en temps, tu pourras partager aussi d'autres petits tips et petits plans pour que les gens puissent, comme ça, soit… Parce qu'il y a aussi la reconversion, tu n'as pas parlé de ça, tu as plus parlé des étudiants, mais il y a aussi des personnes que tu prends en reconversion ou bien des personnes qui veulent soit changer d'emploi ou bien qui veulent même négocier en fait au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont
un Oui, bien salaire. sûr. Bon, il y a Bien plein de sûr. thématiques qui vont revenir au sein de tout ça. Il y a une chaîne YouTube aussi sur laquelle on peut te retrouver qui s'appelle Super Séducteur de Recruteurs, SSR. Oui. Donc, on va tout mettre ça en description et puis forcément, enfin, quand je dis tu, c'est nous parce qu'on est ensemble sur ce projet, même si je ne suis qu'une petite Exact. pièce juste sur la partie organisation du process pour diffuser au maximum la bonne nouvelle que tu prêches. Mais c'est toi le cœur de tout cela et on va Ouais, dire, petite pièce, mais la plus importante. bon, entre guillemets, euh, on va donc mettre les différents liens correspondants dans la description et je voulais aussi que on n'a pas eu, peut-être on aura le temps de parler de ça dans un autre épisode, mais je sais que tu avais une excellente, peut-être tu peux nous dire ça brièvement, peut-être on aura le temps d'aborder une autre fois. Je reviens en arrière encore sur la partie immobilier. Ta résidence principale, parce que c'est une histoire de ouf quand même. Est-ce que tu peux nous, avant qu'on conclue, tu peux un petit peu nous dire quelque chose par rapport à ça? Dans quel contexte est-ce que tu as, parce qu'il faut le dire, tu as construit toi-même ta propre maison. Parce que tu le parlais, Oui. mais est-ce que les gens se posent des questions ici en Europe, est-ce que c'est possible de construire sa propre maison? Tu as acheté le terrain, tu as construit, tu as fait tout, tu étais maçon, peintre, tu as fait tous les métiers qui tournent autour de. Est-ce que tu peux nous Oui. raconter brièvement un petit peu ça et peut-être on pourra aborder tout ça. Pourquoi pas même dans ta chaîne YouTube, tu pourras peut-être aborder en profondeur le sujet, mais juste que les gens voient un petit peu à quel point est-ce que c'est une folie positive, à quel point tu es fou, mais du bon côté, quoi. Oui, oui. C'est vrai que c'était une étape assez importante hein, de ma vie, bref, de celle de ma petite famille, on va dire Mhm, comme ça. Parce que même la plus petite, nous étions au chantier, hein, mhm. et des fois, je revois les photos et c'est assez impressionnant. Mais bon, ça, c'était avant parce que il faut toujours penser croissance. Et si quelque chose que vous avez réalisé hier vous impressionne encore aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas beaucoup évolué entre-temps. Hein? Donc, aujourd'hui, c'est devenu normal pour moi, mais avant, comme tu le dis, c'était assez spectaculaire. Pour moi aussi, hein, parce que je ne croyais pas bref, je ne savais même pas que c'était possible. Mais avec les premiers achats qu'on a fait, on a gagné en confiance. Pour tout ce qui est immobilier. Et voilà, on a le béton qui poussait dans la poitrine, dans les couilles et tout. Et il faut faire plus. Hein. Ouais. La vie, c'est devant, comme on dit chez nous là. Donc, on s'est dit, on achète une résidence principale, on va acheter. Mais ce qu'on voyait sur le net, c'était pas beau, c'était pas très beau. Et quand je voyais les prix, c'était vraiment, ridicule, quoi. Et moi qui ai grandi dans le bâtiment, je fais attention de dire dans le luxe, c'est vrai, j'ai grandi dans le luxe, hein. Donc, j'étais pas satisfait de ce que je voyais sur le net. Et donc, je me suis dit, avec mon épouse, on s'est dit, mais attends, on voit de plus en plus des gens qui construisent les maisons qu'est-ce qui nous manque pour le faire? On a ce qu'il faut, non? Et la chance même qu'on a eue, c'est quoi? C'est que nous étions en location à cette période, nous vivions en location, et le bailleur, le propriétaire, il nous dit, il a besoin de son appartement pour ses parents. Donc, on a 3 mois pour libérer les lieux. Et on se dit, mais attends, c'est même quoi cette histoire-là? On nous manque de respect comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Il est grand temps, parce que moi, j'écoute les signes de la vie. Hein. Donc, Mhm. moi, c'était un signe de la vie qui me disait, il est temps que tu t'achètes une maison. Hein. C'est comme ça que moi, j'ai interprété ce signe-là. Et donc, on a pris une autre maison qu'on a louée, mais on était déjà dans la recherche d'une maison à nous on n'était pas satisfait de ce qui était sur le marché en ligne. Et c'est comme ça qu'on se dit, mais attends, les autres font comment? Je vais à la banque, je dis, j'ai envie d'acheter une maison. Il fallait que je sois dans l'action. Donc ça, c'était la première action. Aller à la banque, on va à la banque, on dit, voilà, on veut acheter une maison, est-ce qu'on peut nous financer? On dit, apporter tel document, on apporte les documents demandés et on demande, OK, on peut nous financer à combien?
là, on a eu la surprise, on était choqués. On nous dit, on peut vous financer à, je pense que c'était quelque chose comme 450 000, voire 500, 550. Mais ils avaient réalisé que c'était pas pour aller acheter une maison, non, c'était pour aller. Non, là, on leur a juste dit pour une maison, qu'est-ce qu'il faut. Ah ouais, mais Donc, le détail, ils sont pas entrés dans le détail. non, non. Et donc, c'est à partir de là, quand le banquier nous dit on peut vous financer à ce montant-là, on demande au banquier, bon voilà, si on décide de construire, comment on fait? Est-ce que vous avez des contacts? Parce que c'était un banquier spécialisé en immobilier. Donc, on lui dit, vous avez sûrement des contacts des constructeurs d'immobilier, de maisons et tout. Il nous dit, oui, voici 2 numéros, tenez, appelez ces numéros-là. Donc, j'appelle le premier numéro, la chimie passe, j'appelle le deuxième numéro, mais eux, je n'ai pas pu les avoir. Donc, je me dis, OK, c'est pas un hasard. Si j'appelle le premier, il a l'air super sympa. L'autre, j'ai pas pu les voir, je sais pas pourquoi. Donc, on fait un rendez-vous, on discute sur ce qu'il faut. Il nous fait toutes les propositions, il nous propose des plans. Et à cette époque, nous savions exactement ce qu'on voulait avoir comme maison. Donc, ça, c'était de l'architecte. Bref, je brûle un peu les étapes. Donc, Ouais, tu comprends que on a signé le contrat avec cette entreprise qui devait construire la maison. Donc, il fallait que l'architecte nous fasse le plan. Entre-temps, on cherche déjà le terrain. On a trouvé un terrain aussi. Bref, les premiers terrains sur lesquels nous sommes tombés, finalement, on n'a pas pu les obtenir. Et pourquoi? Parce que le meilleur était encore à venir. Donc, le meilleur terrain, on l'a eu après, comme quoi il faut être patient. Et on a eu le meilleur terrain après. On a eu des rendez-vous avec l'architecte. L'architecte, il vient à la maison et il était venu pour quelque chose comme 2 heures, mais on n'a même pas fait 45 minutes avec lui parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait. J'avais déjà préparé même un plan. J'avais préparé un plan que je lui ai donné. Je lui ai dit, essaye de voir ce qui est possible. Il me dit, Il a jamais vu. eu. Ouais, il n'a jamais. Et laisse-moi te dire que ce travail de 45 minutes là, nous a coûté quelque chose comme 6 000 euros. Ouais, c'est vrai qu'après, il a fait les plans, il a fait toutes les demandes et tout, mais on lui a facilité beaucoup le travail parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait. Et c'est peut-être l'avantage qu'on avait de savoir ce qu'on voulait. Donc, parce que beaucoup de couples à ce niveau-là ne s'entendent pas sur ce qu'ils veulent. Ouais. Et c'est compliqué. Parfois, il y a une petite guéguerre et tout, mais bon. Exactement. Donc, à partir de là, les choses vont très vite. On monte les murs, on monte tout. La fondation est faite, on monte les murs, toiture, et puis on a la maison brute. Et donc, on se retrouve justement avec une maison brute. OK, qu'est-ce qu'on fait? Je fais appel à des ouvriers pour qu'ils fassent le travail de crépissage, carrelage et tout. On me donne des devis qui me jettent au sol. J'ai dit, mais attends, pour faire le crépissage, pour habiller les murs, c'était un devis de je ne sais pas moi trop quoi. Je pense quelque chose comme 45 000 euros. Et puis, je dis, non, ça, c'est pas possible. Pour donner un petit peu de contexte aussi, que généralement, les entreprises qui font ça, ils ont déjà des partenariats, ça veut dire qu'ils ont certains prix qui sont privilégiés. Et comme ils standardisent en fait le process, tu vois, il y a des trucs qui sont déjà en place, quoi, mais juste du one shot comme ça pour une personne, c'est normal. Enfin, normal, c'est pas le mot approprié, mais c'est pas surprenant qu'on te sorte des prix effrayants comme ça ou des prix auxquels tu peux acheter une maison complète quoi, avec toi à l'intérieur, normalement. Ah oui, bien sûr. Et parlant de prix, il faut voir que là, on parlait de plusieurs centaines de mille d'euros. Ça fait que on a tendance à négliger des factures de 100 euros, 200 euros. Mais là, une facture de 45 000 euros, je dis, ah non, je ne peux pas. Et c'est comme ça que je me souviens, comme par magie, je me souviens que, mais attends, tu as grandi dans le béton, le crépissage, tu sais comment on le fait. Pourquoi? Parce que j'étais contremaître de mon papa dans plusieurs de ses chantiers à Yaoundé. Donc, j'ai vu des maçons faire des choses et tu as pris dans le tas, quoi.
Ouais, j'ai appris comme ça dans les chantiers, je voyais comment on faisait des choses sans pour autant les faire. Hein. J'accompagnais ces choses-là, mais je n'étais pas vraiment au centre. Et donc, je me dis, mais attends, ça ne doit pas être si difficile que ça. C'est pas un hasard si j'ai grandi dans ça. Donc, c'est l'occasion pour moi de montrer que j'ai aussi hérité de ce gène-là. Et je me dis, bon, on va le faire nous-mêmes. Ça va nous prendre du temps, mais on va le faire nous-mêmes. Heureusement, ici, il y a des vidéos hein, sur le net pour apprendre à faire. Et je me rapproche des gens qui savent faire. Je me rapproche Tu te fais même des coacher parfois. Ça je me fais, justement, je me fais coacher. Justement, c'est incroyable ça. j'ai embauché je ne sais pas comment je vais l'appeler, je vais l'appeler, il savait faire tout. Hein, dans tout ce qui est construction. Donc, je l'embauche et il me forme pendant 2 jours sur tout ce qui est préparation des murs, comment préparer les murs avant de les habiller, soit avec la peinture ou avec le papier peint, sur comment faire le carrelage, sur comment faire mettre le parquet et tout. Donc, il me forme pendant 2 jours à comment faire cela et je fais le reste moi-même. Ça prend beaucoup de temps, mais je le fais et j'apprends beaucoup de choses hein, parce que quand je le faisais au départ, je n'avais pas les bons outils. Hein. Je n'avais pas les bons. Il fallait poncer les murs, par exemple. Et pour poncer les murs, j'avais un petit appareil que j'utilisais. Donc, tu comprends qu'une maison de, c'est pas moi trop, 160 mètres carrés avec 2 niveaux, Ça, ça prenait beaucoup de temps. Hein, ça prenait beaucoup de temps. Par contre, je pouvais tout simplement louer un appareil un peu automatique que je devais passer sur les murs et ça devait me faire le travail en maximum une demi-journée. Tu vois un peu. J'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que très souvent, hein, dans la majorité des choses que nous faisons, ça paraît difficile parce qu'on n'a pas les bons outils. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bons outils ou alors un outil, c'est quoi? C'est comme la session de coaching hein, que j'ai faite là. Je pouvais décider de me limiter à YouTube et de le faire moi-même. Qui sait les erreurs que je devais faire, qui devaient me coûter le fait qu'on casse toute la maison pour refaire, je ne sais pas. Dieu m'a épargné de ça. Dès le départ, je me suis fait accompagner, dès le départ. Et pour revenir un peu à l'interview, pour faire un petit parallèle, l'erreur que les gens commettent aussi, c'est quoi? C'est de ne pas se faire accompagner dès le départ. Ils ont terminé les études, ils savent qu'ils veulent travailler pour Bosch ou pour Daimler, mais ils ne se font pas accompagner dès le départ et ils grillent tout leur cas dès le départ. C'était le cas avec la dame. Hein. Elle a fait 25 demandes qui n'ont pas abouti et parce qu'elle était frustrée, elle a fait appel à moi. Tu vois un peu? Donc, imagine que... on n'a même pas donné la conclusion. C'est vrai que ça fait beaucoup de tangentes comme ça. On va à gauche, on va à droite. Mais à la Bien fin, sûr, mais c'est plus intéressant de elle a faire... validé. ouais, donc c'est même plus, c'est d'autant plus intéressant parce que on fait des parallèles avec plusieurs activités et les gens se rendent compte que les principes de base sont les mêmes. Hein, c'est les mêmes principes. Là, par exemple, le fait de se faire accompagner par un expert qui va... Généralement, les gens se disent que non, c'est un investissement, c'est une dépense. Non, ils se disent c'est une C'est dépense. une Mais moi, dépense. je vois ça comme un investissement parce que la dame, elle aura investi combien? Elle aura investi 150 euros pour avoir quoi? Pour avoir un job qui est bien payé parce qu'au finish, elle est bien payée. Elle est très bien payée et pour une entreprise qui, le job qu'elle doit faire la passionne. Et est-ce que c'est une dépense? Non, c'est pas une dépense, c'est un investissement qu'elle aura fait. Et Qui est si tu veux calculer, rentabilisé dès le si tu premier veux, mois. bien sûr, si tu veux calculer la rentabilité, c'est énorme. C'est énorme. Et c'était pareil avec la construction ici. Donc, je n'ai pas vu cet argent-là comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Pourquoi? Parce que j'ai dû investir 700, je pense que c'était 600 euros par jour, donc 1200 euros, non, c'était 3 jours, donc 1800 euros hein, pour épargner combien? 45 000 euros. Tu te rends compte? Calculez vite fait. C'est vrai que je ne calcule pas mon temps, mais si mon temps se compense avec ce que j'ai appris.
hein, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de reproduire cela. Et aujourd'hui, c'est dans cette optique que nous sommes. Hein. On achète un appartement, on le remet à jour nous-mêmes. Ça, on peut le faire. Et donc, pour conclure avec la dame, hein, pour finir, elle a postulé pour des entreprises qui l'ont appelé qui l'ont invité à des interviews. Je l'ai coaché à l'interview et finalement, elle a eu bref, il y a eu plusieurs interviews, hein, certains qui n'ont pas marché, d'autres qui étaient intéressants, mais elle ne voulait pas parce qu'au final, elle avait l'embarras du choix. Donc, elle avait 3 demandes plus intéressantes desquelles elle pouvait faire son choix et elle a choisi ce qui était le plus intéressant pour elle. Et c'est ça le but de mon accompagnement. C'est-à-dire que je veux mettre le candidat hein, dans la situation de choix, qu'il soit capable de choisir. Tu inverses complètement les choses, quoi. Exactement. Certains vont se décider pour l'entreprise la mieux payée, mais moi je dis c'est pas forcément la bonne approche parce que si tu chasses l'argent, l'argent court plus vite que toi. Par contre, si tu chasses le job en soi, les promotions vont te suivre, l'argent va te suivre. Et donc, elle s'est décidée pour le job qui va la combler sur le plan professionnel. Et heureusement pour elle, l'argent va aussi avec. Elle est contente. Et ce qui est bien dans son cas, c'est quoi? C'est l'entreprise pour laquelle elle s'est décidée. On l'a recrutée uniquement sur la base de son CV. Ça, c'est impressionnant pour moi aussi. C'est elle qui le dit, c'est elle qui justement en Exactement. témoignage. Justement, donc, elle, ce n'est que sur la base de son CV qu'on l'a recrutée. On n'a même pas demandé à avoir ses diplômes. Et elle a aussi séduit les recruteurs parce que elle savait comment répondre aux questions. Elle a vraiment utilisé l'approche de commerce et toute question qui était posée, elle comprenait que c'est une compétence qu'elle doit mettre en valeur et elle a bien su voilà, elle a réussi l'étape d'interview et elle n'en croyait pas. Hein. Elle qui au départ elle déprimait même. La première demande qu'on a faite, le lendemain, on lui envoyait déjà une invitation. Elle n'en croyait pas ses yeux. Et puis bon, moi, je lui disais toujours, c'est une question de temps. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Et tu as fait une bonne décision de te faire accompagner. Mieux vaut tard que jamais. Jamais, effectivement, je suis complètement d'accord. Là, à la fin, elle se retrouve avec que c'est elle qui a le choix de partir dans l'entreprise où Bien il y a sûr, 3 possibilités. Donc, bien ça sûr, fait vraiment beaucoup de tangentes, mais bon, on revient encore derrière. Donc, bien sûr. tu te fais donc accompagner par rapport au ponçage des murs et en 3 jours, le mec, il te transforme en expert comme si tu faisais ça depuis 20 ans. Oui. Donc, justement, je le fais avec lui et au finish, la maison, on le fait avec l'aide des enfants, mon épouse et tout. On fait ça et puis aujourd'hui, c'est plutôt très, très, très beau. On est très content de ce qu'on a. Mais comme j'ai dit, je ne suis plus impressionné par ça parce Ouais. que toutefois que on se sent confortable, on endort l'esprit. Non, moi, ça m'impressionne. Je suis sûr que ça va impressionner beaucoup d'auditeurs aussi. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne s'imaginaient pas que c'était possible ici, en Allemagne ou en Europe en général, de construire. Surtout en Allemagne, les pays un peu beaucoup plus cotés, de s'acheter un terrain, de construire dessus, un petit peu comme on a l'habitude de faire dans nos pays, au Cameroun, d'autres pays africains. Donc, très, Non, très belle expérience. c'est possible. Et très souvent, on croit que c'est pas possible parce que on ne sait pas comment faire. Donc, c'est toujours l'ignorance qui est à la base. Raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur l'éducation, s'éduquer, se rapprocher des gens qui le font, savoir comment le faire. Et c'est pour ça que les différentes formations que j'offre, avec ton soutien désormais, c'est ça le but, hein, d'apporter un peu plus d'éléments aux gens parce que l'ignorance, c'est ça qui crée le stress, c'est ça qui crée les échecs. Non, c'est excellent. Donc, euh, merci Constantin pour ce partage, pour cet échange. J'ai encore 1001 questions à te poser, mais bon, on va pas prolonger, on va pas prolonger l'interview plus loin que ça. Et peut-être on aura l'occasion de se faire un follow-up pour partager Oui, d'autres avec astuces, plaisir. peut-être parler plus précisément de l'immobilier à ceux que ça intéresse et tout. Mais pour l'instant, comme on vous a dit, il y a ce projet-là, Super Séducteur de recruteur. Si vous vous sentez dans la cible par rapport à ça, que vous voulez soit
vous venez d'avoir votre diplôme et vous voulez rejoindre l'entreprise de vos rêves, ou alors vous êtes en phase de réflexion, de reconversion, vous voulez changer de boîte, ou peut-être vous voulez même essayer de mettre en place une stratégie pour renégocier votre salaire au sein de l'entreprise dans laquelle vous exercez actuellement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous aurez un lien dans la description ou vous pouvez aller sur le site de Débrouillard Podcast. Il y a un secteur, un bouton spécial qui est dédié à Super Séducteur de recruteurs, ce qu'on fait. Et vous pouvez déjà peut-être commencer par télécharger les 14 conseils les 14 conseils que Constantin a rédigés Pour trouver un nouvel pour un nouvel emploi. emploi. Donc, sinon, moi, j'aurais encore une dernière chose pour toi, Constantin. Oui. C'est un bouquin que je suis qui va nous aider. Je te l'offre, mais ça, c'est pour nous permettre à nous de faire évoluer le projet Super Secteur de recruteurs. Et le bouquin s'appelle Who. Je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est un bouquin Euh, anglais. Comment il Who. s'appelle? Who. Qui en anglais, en français. Non, 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 non. Il est par qui? Par Geoff Smart et Non, Owen je ne le Schmidt. connais pas. Je ne le connais pas. Non, avec plaisir, avec plaisir, Non, avec plaisir. c'est un bouquin très, très intéressant. Ils ont un mode de recrutement assez particulier. Donc, c'est un bouquin qui te permet en fait de recruter. Enfin, toi, généralement, c'est les plus conseillés pour les startups. Mais au-delà peut-être du CV, c'est un mode de recrutement sur genre des petites missions comme ça, tu vois, pour te faire Oui, intégrer au fur et à mesure l'entreprise. Donc, il y a des petits tests dès le départ. C'est un bouquin très intéressant, je sais que tu vas l'adorer. J'ai entendu parler de ce bouquin avec la plaisir. première fois par Stan Leloup de Marketing Mania et je suis sûr que tu vas l'adorer et que ça va nous aider. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Je suis fou de lecture, donc avec plaisir. Parfait. Donc, Merci déjà d'avance. Et peut-être une petite parenthèse, hein, parce que j'ai pas parlé de ça. Ce sera sans doute pour les prochaines émissions. mhm. Donc, parlant de l'immobilier, c'est pas que en Allemagne, hein, c'est aussi au Cameroun, parce Le que mon papa il Cameroun. est toujours actif. Et là, en septembre de cette année, on a justement ouvert les portes d'une école qu'on a créée, une école primaire à Douala. Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas Et parlé de ça, justement. Il y a ouais, aussi une juste, école. Et tu es sur tous les fronts. On ne sait pas comment ouais, ça fait. ouais. Tu nous rappelles le nom, ça avait un nom assez inspirant. C'est The Winners Les- Bilingual School, ouais, primary school. Donc, The Winners, c'est les gagnants. Hein? Mhm. Donc, c'est une école primaire à Douala, Bonabéry, qu'on a créée. On a ouvert les portes en septembre. Et je parle de ça justement parce que cette semaine, en début de cette semaine, on a eu l'agrément du ministère. Hein? Mhm. Donc, c'est une super bonne nouvelle là. Et C'est l'école impressionnant. se. Ouais, et c'est une école. C'est Bref, on a de la beaucoup maternelle jusqu'au moyen deux. la maternelle au coût -2, c'est ça. Donc, on a des projets on réfléchit sur l'école, sur le lycée, hein, le collège, si vous Mhm. voulez. Et donc, ça va, bref, on va évoluer dans ce sens-là. Mhm. Donc, Ah, ceux qui veulent bien se faire accompagner au Cameroun aussi, il y a mon expérience, celle de mon papa mhm. qu'on met à disposition au Cameroun aussi. Ok, donc ça se passe, comme j'ai dit, sur la partie super secteur de recruteurs dans le site web de débrouillardpodcast.com. On est en train de débuter, pas dans l'expertise, mais dans la mise en place de ce process d'accompagnement dans le site dédié à super secteur de recruteurs va venir au fur et à mesure. En attendant, on fait avec les moyens du bord. C'est pour ça que justement que le podcast s'appelle Débrouillard. Donc, c'est Exactement. Exactement. Et ça, c'est important, faire avec ce qu'on a. Et voilà. effectivement, merci encore à toi, Constantin. Déjà, même pour ta transparence, le fait de nous avoir partagé les offres de ton parcours et à très vite. Merci, merci Guy. Et bien des choses à toi. Ciao, ciao.